Bonjour Kissy, Bonjour Anne, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Je suis super content de te recevoir et j'ai hâte d'entendre toutes les pépites que tu vas nous balancer comme ça. Alors, la question, enfin, c'est pas vraiment une question, mais la première chose que je demande toujours aux invités, c'est de se présenter. Bonjour, je m'appelle Kissy Perron, je suis courtier en crédit, donc je vous aide à obtenir un crédit immobilier pour tous les projets immobiliers que vous avez. Mhm. Merci, ça c'est simple et efficace. Alors, on va revenir par la suite sur ce que tu viens de dire. Ouais. Ma deuxième question, c'est toujours de savoir, est-ce que le terme afropéenne, c'est un terme que tu connaissais déjà? J'imagine que c'est quelqu'un qui est africaine et c'est un peu comme les Afro-Américains, mais la sauce européenne, c'est ça à Oui, peu c'est près? ça. Oui. Est-ce que c'est un terme dans lequel tu te retrouves? Ou est-ce que tu préfères être dans une autre case? Ou pas dans Euh, pas de case du tout? alors c'est difficile pour moi de me qualifier. En fait, c'est difficile pour moi de savoir exactement dans quel cas je vais me mettre. Mhm. Parce que pour moi, afropéenne, c'est quelqu'un, j'imagine, qui est né ici, qui est né en Eh France ben et qui franchement, je vais même pas oser te donner une définition parce qu'il y en a une, hein, c'est pas ça. Mais oui. au fur et à mesure du podcast, cette définition, elle s'étire dans tous les sens parce que chacun en fait ce qu'il veut. Donc je laisse libre cours à chacun de redéfinir le terme, mais je n'impose pas de concept. Donc, Alors, pour moi, une afropéenne, ce serait un peu comme les Afro-Américains. Pour moi, c'est quelqu'un qui est né ici et mhm, du coup qui a les origines africaines. mhm, Ce serait ça. Sauf que moi, je suis née là-bas. mhm, Je suis née en Afrique et mhm, je suis arrivée ici à l'âge de 15 ans. Et c'est oui. difficile pour moi exactement si aujourd'hui on me demande de me définir, de savoir exactement d'où je viens. Parce que le problème que j'ai, c'est que, enfin, le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que quand j'étais en Afrique, je me sentais pleinement africaine. Mais j'avais un comportement qui ne ressemblait pas aux personnes qui étaient autour de moi. Dans le sens que je n'étais pas très, très traditionnelle. Ok. Donc tout le monde me disait, je me rappelle que j'avais un oncle qui avait l'habitude de me dire, mais tu comprends pas ta langue et tout ça, parce que avec la colonisation et tout ça, bah, il y a toute une génération d'Africains à laquelle je fais partie qui malheureusement vivent en Afrique mais ne parlent pas leur langue. Ok. Et moi, je fais partie de cette génération-là. Mm. Donc, de gens qui vivent en Afrique mais qui à la fois sont déracinés, si on peut appeler ça comme Déjà, ça. C'est-à-dire dans la culture, dans la nourriture, dans tout, en fait, on est africain, mais on ne parle pas nos langues. ok. Donc, c'est un vrai problème et ça ne nous dérange pas puisqu'on parle le français. Donc, on dit, bon, ben, on se sent africain. Mhm, Pourtant, on n'a pas cette chose importante qui est de parler sa langue. ok. Et je me souviens que j'avais un oncle qui me charriait beaucoup dessus, qui m'a dit un jour, mais tu parles pas ta langue. Le jour où il y a une guerre ici, mais on ne saura pas t'identifier. Et moi, j'en avais tellement marre qu'il me dise ça, que pour le provoquer, je lui ai balancé, bah écoute tonton, il n'y a pas de sujet, quoi. Le jour où il y a une guerre, moi, je ne vis pas ici. De toute Ouh. façon, je vais me marier, je vais vivre en Europe et je vais me marier en Europe. Donc, je ne serai pas concernée. Mais moi, j'ai dit ça vraiment pour le provoquer. Ah, waouh! Et ce que j'ai dit, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Alors là, Comme je peux quoi, te dire qu'aujourd'hui, attention à avant de vos parler, je paroles. réfléchis. Excellent. Mais, non, c'est drôle. Tu vois, les paroles, ça a du poids. Mais les paroles, ça a du poids, mais avec une puissance qu'on n'imagine pas. On Parce que n'imagine je lui pas. ai dit, mais je vais me marier avec un Européen, je ne vivrai pas ici, donc je ne me sens pas concernée. Mais j'ai dit ça, et j'étais une adolescente, mais c'était pour le provoquer, pour lui dire, Oui, mais oui, laisse-moi oui, tranquille, quoi, en tranquille. fait. Arrête de me prendre la tête avec le fait que je ne parle pas ma langue. Donc, c'est bon. Mais en fait, ce que j'ai dit, c'est ce qui m'est arrivé. Alors qu'il n'y avait rien dans mon destin qui me Je prédestinait à dirais, venir en France. Ça, rien. Et pourtant, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, excellent. aujourd'hui, je sais qu'avant de parler, Il faut tourner 7 fois la langue dans la bouche. Enfin, quoi que donc en fait, si je ici. dois me définir, je dirais que si aujourd'hui on me dit tu fais quoi, c'est difficile hein, pour moi. Parce que en Mhm, fait, à la fois, j'ai cette curiosité intellectuelle vis-à-vis des autres peuples qui est mhm, juste énorme. C'est-à-dire mhm. que souvent mon mari me dit mais là aujourd'hui tu es où? Parce qu'en fait il me pose cette question parce que quand je regarde un film Netflix, je vais me mettre dans tous les pays. C'est-à-dire que lundi, je suis en train de regarder une série au Kenya. Tu es kenyane. Mardi, je suis en Corée.
Mercredi, je suis en train de regarder un film en Pologne. Et donc, chaque fois qu'il vient, il entend toujours une langue différente. Donc, il Oui. me dit, mais tu es où là cette fois-ci? Donc, tout le temps, je suis partout. Et même mes amis me disent, mais tu regardes des films d'où là? Ben là, je suis en Chine. Ben là, je suis en Corée. Là, je suis au Japon. Et ça Là, devient, et ça tu devient vois comment d'où? ça fait de nationalité? Oui. Je me dis, c'est pas possible. Je dis, mais là, tu fais quoi là? Ben là, je suis. La dernière fois, c'était quoi? Je suis en Pologne. Mais en fait, voilà. Et ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Je suis toujours curieuse des autres parce que je me dis, Oui. ben, moi, je me connais suffisamment. Donc, je suis toujours en train de m'intéresser en fait à la Ok. culture des autres, à la nourriture des autres, à ce Ok. qu'ils font, pourquoi ils pensent comme ça. Et Donc, vraiment, tu j'essaie serais d'apprivoiser. Donc, je dirais que je suis Benetton, si je dois me une définir, Benetton, une citoyenne du monde, comme on dit clairement, l'expression. clairement. Ouais, ok. Clairement, en fait, je ne me Bah laisse pas écoute, enfermer dans des cases parce que je suis d'accord. vraiment toujours en train de me dire, parce que je me dis que c'est les autres qui essaient de nous mettre dans des cases pour nous définir. Mhm. Et Mais c'est pas moi, faux. je suis partout à mon Tu es aise, en libre. fait. Oui, Partout. tu es libre. Voilà. Ok, écoute, tu vois, moi je trouve ça super, vraiment. Et tu as déjà enchaîné sur la seconde partie du podcast qui est raconte-nous qui tu es, Kissy. D'où tu viens, quelle était ton enfance, quelles sont les études que tu as choisies et pourquoi, quelle est ta profession, tu vois. Donc raconte-nous qui tu es. Alors, quand j'étais enfant, je rêvais de justice, c'est-à-dire que je rêvais de délivrer Nelson Mandela et tout ça, ce genre de choses. Enfant! Oh, Enfant, ouais. c'est trop bien. Alors, j'ai eu une enfance, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une enfance très choyée. C'est-à-dire que j'avais un père et une mère qui m'aimaient énormément. Mhm. Donc, j'ai eu une enfance très choyée, très gâtée. Oh, ça c'est Et chouette. très tôt, mon père avait beaucoup d'argent et puis très tôt, il a beaucoup perdu, très vite. Mhm, mhm, Très tôt, très vite. Je ne sais pas comment qualifier ça à l'échelle du temps. C'est-à-dire qu'en Afrique, déjà toute petite, mon père, il venait beaucoup en Europe, il voyageait, il allait aux États-Unis, en Belgique, mhm, il se promenait beaucoup. mhm. Et j'étais gardée par ma tante pendant tout ce temps-là où il voyageait avec mes frères et mes sœurs. Donc, très vite, j'ai connu tout l'avantage d'être en famille. Quand il pleuvait, par exemple, là-bas, on adorait la pluie parce que ma tante, elle avait une espèce de cour et au milieu, il y avait de l'eau qui coulait. Oui. On bouchait le trou et on en faisait une piscine et on glissait, je sais pas. Tous ceux qui ont vécu en Afrique doivent savoir ce que c'est que la Si, pluie, je c'était valide. trop génial. Et donc, on se mettait par terre et on glissait d'un point à l'autre. Et on avait cette joie-là de vivre. Et quand on partait en vacances, on faisait des pièges et on attrapait des oiseaux. Et quand on allait à la pêche aussi, j'avais des cousins qui m'apprenaient à marcher dans l'obscurité, à repérer ses pas, à aller très très vite dans l'obscurité. Waouh. On regardait les films, on fait tous ensemble. Il y avait toujours quelqu'un qui au village avait une télé et on allait tous le voir regarder la télé. On faisait tous des commentaires, waouh, et tout machin. Et moi, j'avais horreur de la cuisine parce que je trouvais que la femme était beaucoup plus que ça. Et j'avais toujours ce conflit avec mes tantes parce que quand on me disait viens faire la cuisine, ben, je me barrais. Déjà un sacré caractère. Je partais de l'autre côté. Et j'ai vécu comme ça toute mon adolescence, en fait, toute mon enfance. J'ai vraiment eu une enfance, vraiment, je peux pas dire le contraire, choyée. Il y a eu des moments, effectivement, où quand mon père a tout perdu, ben là, j'ai senti dans ma chair ce que c'est que la richesse et la pauvreté. Là, j'ai compris. Là, très, très vite, j'ai compris ce que c'est. J'ai compris aussi ce que c'est que le manque d'informations, c'est-à-dire que l'argent qu'on peut avoir, si on n'a pas les bonnes informations, ben, on ne sait pas quoi en faire. Hein, très, très clairement, je l'ai vu à travers le parcours de mes parents. Et puis après, ben, mes parents, ils ont divorcé. Et puis, je me suis retrouvée séparée de ma mère pendant de longues années. Donc, j'ai grandi une bonne partie de ma vie sans elle. Et j'ai été élevée par mes tantes, du coup. Et puis, à l'adolescence, je crois, ma mère est revenue. Et elle a téléphoné chez nous à cette époque-là. Et je me souviens, elle a dit « Bonjour, je suis ta mère ». Et j'ai pensé que c'était une blague, en fait. Et j'ai passé le téléphone à mon frère. J'ai dit « Bon, il y a une dame qui dit qu'elle est notre maman. Je te la laisse. » Et puis... ça, c'est dur. Ouais, et je vais faire... je te la laisse parce qu'en fait, je me suis dit c'est une blague. Parce que ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. J'avais fait une croix sur elle. Je ne sais pas où elle était. Donc, j'ai grandi sans maman. Donc, ma maman, ça a été la petite sœur de mon père qui est venue à tous mes prix, qui m'a encouragée, qui me disait, mais il faut toujours que tu sois dans le top 5 à l'école. Et c'est elle qui est venue pour mes prix, pour tout, quoi.
Et donc, dans mon esprit, j'avais une maman biologique, mais c'est elle qui m'a vraiment élevée. Donc, quand ma mère est revenue, j'ai pensé que c'était une blague, en fait. Et donc, j'ai passé le téléphone à mon frère et j'ai dit, bon, il y a une dame qui dit qu'elle est notre maman, et puis je suis partie. Et après, mon frère, qui était plus âgé, ben, il a pris le téléphone, ils se sont parlé. Et il m'a dit, mais c'est vraiment elle. J'ai dit, mais elle vient d'où? Elle est où? Elle faisait quoi? Il m'a dit, ben, elle vient en France. Et à ce moment-là, mon père, il était encore dans le creux de la vague. Parce qu'en fait, il avait des périodes cycliques où il retrouvait fortune et puis des périodes où ça devenait compliqué. Et il a dit, bon, vous allez partir en France. Alors moi, qui avais dit à mon oncle, je vais me marier en Europe, alors laisse-moi. Ben là, du coup, c'était plus pareil. Là, je voulais pas venir. Ah, je dis, ah non, mais non. Oui, mais parce que tu allais en France retrouver ta maman, que tu n'as pas vue depuis longtemps, donc je pense que... Hein, c'était même pas pour ça, hein, c'est que j'étais bien en Afrique, tout simplement. Ok, d'accord. Et j'ai dit à ma mère, je préfère que tu m'envoies de l'argent ici, moi je suis sur mes études ici, et j'ai pas envie de venir. C'est-à-dire, j'avais pas ce rêve absolu de venir. Moi, j'ai dit ça à mon oncle, me débarrasser de lui, mais moi, dans mon esprit, j'étais bien, parce que l'Afrique... je ne sais pas pour les auditeurs, mais c'est un endroit, mais il n'y a pas photo, quoi. C'est génial. Oui. Je pense que tout dépend. Tout dépend. Oui, tout dépend, mais moi, mon père, il m'avait toujours appris que il fallait aimer, en fait, ce que tu avais. Donc, même si on n'était pas extrêmement riche, si on était plus riche, mais on n'était plus. Oui. On n'avait plus de tout, quoi. Mais on avait une maison, on avait de quoi manger. Enfin, l'Afrique, en tout cas, moi, la façon dont je vivais ça. C'est ça. Mais tu vois, quand tu es enfant, tu as besoin d'être aimé et d'être en sécurité, tu vois. Et ça, tu l'avais. Je pense que où que tu sois, si tu as ça, cet endroit pour toi restera toujours une petite bulle, tu vois. Ça. Moi aussi, j'ai un souvenir incroyable du Cameroun, franchement, incroyable. Parce que c'est l'endroit où enfant, j'ai été aimé, j'ai été élevé et j'étais en sécurité. Mais bon, je pense que quelqu'un qui aurait vécu des choses plus dures va se dire, il n'y a pas de souci, c'est où la suite? On y va. Non, je rêvais de l'Europe, tout ça, mais au moment où on m'a dit viens, j'étais dans un lycée de jeunes filles, dans un collège de jeunes filles privé, là, comment ça s'appelle, Notre-Dame du Plateau. J'étais bien, quoi. J'étais dans le top 5, là. Ouais. Tu nous as pas dit encore dans quel pays? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ok. Ouais. Donc, j'étais dans le top 5, là. J'étais en pleine période d'adolescence. J'avais un ami qui était beau. Tu sais, quand on est adolescent, là, il était beau. Je ne sais même pas quel acteur c'était un tueur, ce mec-là. Et il y avait la plage, tous les samedis avec mes cousines. J'avais retrouvé mes cousines. Quand j'avais retrouvé ma mère, du coup, j'ai retrouvé tout le pan de ma famille maternelle. Donc, j'avais des cousines qui étaient de vraies filles, pleines de vie, qui vivent aujourd'hui ici en France avec moi. Excellent. Donc, te séparer de ta maman, t'as aussi séparé de ta famille maternelle? Oui, complètement. Okay. Wow. Complètement. Ouais, et donc, j'avais retrouvé tout ce côté-là. On était en pleine adolescence, on était en pleine vie. J'avais aucune raison de laisser tout ça pour venir ici. Surtout qu'ici, je ne savais pas ce qui m'attendait. Hein. Donc, du coup, mon père a dit, il faut y aller. Alors là, j'ai serré les dents et puis je suis venue. Voilà. Et ça y est, c'est la route. Tu débarques en France. Je débarque en France à l'âge de 15 ans. Ouais, comment se passe l'accueil? Le climat, les gens, ta maman surtout. Voilà, la maman. Donc, je retrouve ma maman. Bon, de toute façon, avec la maman, il y a toujours un lien d'amour. Hein. Les parents, c'est ça l'avantage d'avoir des enfants, c'est qu'ils t'aimeront toujours. Hein. À moins vraiment que tu aies un gros truc. Mais le problème, c'est... Non, je crois que de la part des parents, c'est immuable. Par contre, les enfants, en tant qu'enfant, tu as le droit d'être en colère, tu vois, de pas comprendre. Ouais. Voilà, c'est peut-être ça le... Je pense que quand je l'ai vue, j'avais pas de ressentiment. J'étais tellement contente de la voir que je n'avais même pas le temps. Et puis mon père, il m'avait tellement aimé que j'avais pas le temps de lui en vouloir. En fait. Oh, ça franchement, c'est génial. Franchement, voilà, je l'ai vue. J'étais contente qu'elle soit heureuse, qu'elle se soit remariée, qu'elle ait des enfants. J'avais pas de colère vis-à-vis d'elle, honnêtement. Quand je l'ai vue, j'avais pas du tout ça. Et donc donc je l'ai revue. On est allé, on habitait à Villepinte à l'époque. Villepinte, c'est dans le 93 en France. Ok. Et la première chose qui m'a frappée, c'est quand on est arrivé, j'ai fait le tour de la maison et j'ai dit, elle est où la deuxième salle de bain?
Ah, j'adore. Des petits J'ai goûts de dit, luxe. elle est où la deuxième salle de bain et c'est qui va nous aider à faire le ménage? Tu sais, parce qu'en France, en Afrique, on a ça. Oui, la bonne. C'est ça. Ouais. On a un employé de maison qui va t'aider. Donc moi, la première question, j'ai dit, elle est où la deuxième salle de bain? Et puis, c'est qui va nous aider à faire le ménage? Parce que ma mère, avant de venir, j'ai demandé. J'ai dit, est-ce qu'il y aura des gens pour nous aider? Donc, pour que je vienne, elle m'a dit oui, oui et tout. Mais en fait, elle m'a vendu du vent. Bienvenue en Europe. Ouais. Et là, elle me dit, non, mais c'est nous qui allons faire. Je me suis dit, what? Ils m'ont enfermé, ils m'ont eu. Et quand cuisiner aussi, c'est nous. C'est ça. Et il fallait cuisiner, il fallait tout faire. En fait, de l'Afrique où tu faisais pas grand-chose, tu arrives ici où tu fais tout. Donc, je me suis dit, mais ils m'ont eu, en fait. Ouais, ouais, ouais. J'adore ton Donc, message, franchement. elle m'a bien eu. Donc là, j'ai dit, mais maman, c'est moi qui. Ouais, non, mais ici, tu vas te prendre en main. Je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vais pas m'en sortir. Et donc, Je suis morte de rire, je te jure. donc je regarde le quartier et j'ai commencé à poser des questions, genre, mais pourquoi on est contre nous? Ils sont où les Blancs? Parce qu'en fait, on a atterri dans un HLM. Sauf que moi, à l'époque, je ne sais pas ce que c'est qu'un HLM. Ouais. Attends, là c'est des années quoi 95. Ouais. 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 Donc je demande à ma mère, mais ils sont où les Blancs? Enfin, en France, ils sont où? Elle me dit, non, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est ma mère, elle avait toujours le sens de la formule, quoi. Je ne sais pas ce qu'elle m'a raconté. Ben, je vois qu'on était entre nous. Donc je dis ça. Bon, ok. Mais c'est Et puis, fou hein, que tu fais tilt à ça. bah oui, parce qu'on Ouais. on nous dit qu'on est en France. Et puis moi, j'ai atterri dans un endroit où tout le monde, Mhm. tout le monde est noir. Donc je suis étonnée. Donc je demande comment ça se fait. Ouais. Parce que où ils sont, quoi, en fait. Et puis, je ne sais même pas ce qu'elle m'a répondu à l'époque. Ensuite, je suis allée au lycée. Donc, au lycée, ben oui, là, il y a le brassage culturel. Hein. Mhm. Dans ta tu as toutes les couleurs. Mhm. T'as toutes les couleurs. Donc, du coup, j'ai eu le temps de les repérer, on va dire, dans la ville. Et puis, j'étais un peu étonnée par Là, je suis en train de te donner mes premières impressions. Hein. Quand j'avais 15 ans, ce que je Oui, oui, pensais. oui, bah ouais, c'est ça qui est chouette. Voilà, j'étais un peu étonnée. Et puis, il y avait aussi la façon dont moi, je m'exprimais quand j'étais en classe. C'est-à-dire que en Afrique, on m'avait appris à bien parler. C'est-à-dire à pas dire les choses du genre je m'en fous. En Ouais, Afrique, je m'en ouais. fous, tu te reçois une taloche sur la Ouais, tête, quoi. clairement. Donc, on pouvait pas dire des mots tels que je m'en fous. Et puis, il fallait bien parler au professeur, il fallait être très poli. Le professeur, il avait limite le droit, même le professeur, c'est-à-dire au lycée, parce que moi je viens du lycée, il avait le pouvoir de te donner une taloche sur la tête si Ouais, tu ne ouais, parlais ouais, pas bien. ouais. Oh. Et donc, moi, ici, quand je suis arrivée au lycée, j'entendais les gens parler en verlan et je ne comprenais pas. Et donc, je disais, mais qu'est-ce que vous parlez? Donc, Quelle est cette langue qu'est-ce que c'est que étrange? cette langue? Quand il me disait, je suis vert, je dis, tu es vert? Tu Et donc, j'ai eu toute une période et on avait des mots que moi j'employais pour m'exprimer qui ne correspondaient pas aux mots que eux ils employaient. Oui. Donc, ça créait des situations très, très cocasses. Parce que, par exemple, pour le faire du sport, je disais, eux ils disaient short ou bermuda ou je sais pas quoi. Et moi, je disais culotte. Culotte. Et je disais, il faut pas une culotte pour faire le sport. Et ils disaient, comment ça, tu vas faire Culotte. Ouais, Parce mais que pour oui. eux, culotte voulait dire slip. Ah, ah, Et moi, je disais, la personne qui vient d'Afrique qui n'a pas eu ce problème, qui lève la main. On a tous eu. ouais, Ah oui, on a tous ouais. Et donc, il y avait déjà la première différence de langage et de mots. Mhm. C'est-à-dire que moi, je disais, ben là, il faut mettre une culotte pour le sport. Ils disaient une culotte. Non, mais, J'imagine la tête. ils disaient, comment ça, tu as une culotte? Et ils disaient, ben oui, pour faire du sport. Non mais... Oui, j'imagine la tête des gens. Et ta tête à toi, parce que je comprends pas. Voilà. Pourquoi ils ne Et comprennent puis, pas. il y avait la notion d'Akwaba, quoi. En Afrique, Akwaba, ça veut dire bienvenue. Mhm. Et moi, les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Et j'étais choquée. Parce qu'en Afrique, on ne demande jamais aux gens qu'est-ce que tu viens chercher. Mhm. Et donc, moi, le fait que mes amis de lycée me disaient, mais qu'est-ce que tu es venu chercher en France? J'étais fâchée. Je dis, mais vous êtes mal poli. Pourquoi vous me demandez ce que... Ouh là là, le choc culturel. Ça, c'est Le le choc. vrai choc culturel. Le Et tu vrai vois, choc c'est au moment culturel. des petites choses, hein. Ça se vrai. joue sur des détails. Hein? C'est Sur des dingue. détails. Et je disais, mais comment vous pouvez me demander ce que je suis venu chercher? Enfin, je ne mange pas chez vous. Je mange chez moi. Quoi? Avec quoi vous venez? Ah là Pourquoi là. vous me demandez ce que je suis venu chercher? Enfin,
Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait la manière dont je m'exprimais. C'est-à-dire qu'en Afrique, moi, on m'avait appris, en tout cas, on ne dit pas salut. C'est mal poli, on dit bonjour. Donc, moi, quand il me disait salut, j'étais choquée. Je disais, mais pourquoi tu me dis salut? Pourquoi tu ne me dis pas bonjour ici ou... Pourquoi tu parlais comme un dictionnaire, c'est ça? Tu utilisais les mots, Vraiment, je parlais comme un dictionnaire. Et parfois, j'employais des mots. Eux, ils rigolaient en me disant, mais ce mot, il n'existe pas. Et quand on rentrait en classe, que la professeure répétait le même mot, ils se tournaient tous pour me regarder. Parce qu'une fois, en parlant, j'ai dit, mais lui, c'est un bleu. Et ils m'ont dit, un bleu. Mais attends, on ne comprend pas. Des fois, on peut dire quelqu'un est vert, il est rouge, mais un bleu. Oui. Qu'est-ce que c'est? Il ne connaît pas quelque chose. Et on rentre, on était en train d'étudier le rouge et le noir. Et la prof, elle dit, bah oui, Julien Sorel, c'était un bleu. Et ils se sont tous retournés pour me regarder. Comment elle et là, je les ai regardés, j'ai dit, mais je comprends pas, c'est vous qui êtes en France, qui êtes français. Mais je comprends plus rien. Donc on nous a menti là-bas ou quoi? Oui, c'est ça. Belle remarque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est moi qui viens, qui dois vous apprendre? C'est moi qui emploie des mots. Et puis, c'est moi qui dois me justifier, expliquer les mots. Attendez, je comprends rien du tout, quoi. Mais pourtant, je suis en France. Je suis en France. Donc, j'avais déjà ce premier choc-là, culturel. Le deuxième, c'est que les gens couraient tout le temps. C'est-à-dire, en Afrique, par exemple, le bus, il passait toutes les 2 heures. Donc, là-bas, si tu ne cours pas, ben, tu ne rentres pas chez toi, c'est logique. Ici, il passait toutes les 15 minutes. Et je les voyais courir tout le temps derrière le temps. Je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi vous courez comme ça? Mais tu vois, ce que je trouve drôle, c'est que, bon, après tu me diras, 15 ans, c'est déjà un bel âge, mais tu arrives à te poser toutes ces questions. Moi, je me suis pas posé toutes ces questions, je t'assure. Non, je suis arrivée à 13 ans et demi, 14, je vivais un peu passivement les choses, sans plus. Donc moi, je trouve ça trop chouette que tu arrives à être aussi active dans ta démarche d'intégration, tu vois. Oui, vraiment, je me posais autant de questions. La première question, c'est où ils sont les Blancs? Pourquoi les Noirs sont d'un côté et eux sont de l'autre côté? Qu'est-ce que c'est à faire? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était à l'école. Pourquoi est-ce que je n'en parlais pas de la même manière alors qu'on était censé parler la langue française? La troisième question, c'était le rapport au temps. C'est que je disais pourquoi ils courent alors qu'ils ont le RER, le bus toutes les 15 minutes. Alors que nous, déjà, c'était une galère d'avoir le bus. Si tu ne courais pas, tu ne rentrais pas chez toi. Donc ça, c'était le troisième point. Et puis le quatrième point, c'était qu'est-ce qu'on appelle être éduqué. Donc je suis allée acheter un livre de culture parce que le savoir-vivre, parce que je me suis rendu compte que, mais en fait, le savoir-vivre, il n'est pas universel. C'est-à-dire que le savoir-vivre africain, il y a un savoir-vivre dans chaque culture. Ça veut dire que j'ai vite compris que non. En fait, l'Afrique a un savoir-vivre. Les Européens, la France a un savoir-vivre. La Chine a un savoir-vivre. En fait, chaque pays a un savoir-vivre. Et le savoir-vivre d'un seul pays ne peut pas s'appliquer à tout le monde. D'accord. En fait. Mais ça, c'est bien que tu... Tu sais, parfois, on sait des choses, et puis après, on entend quelqu'un poser des mots dessus. Et c'est ce que tu viens de faire. Ouais, qu'il y a un savoir-vivre, mais il n'est pas universel. C'est une super belle phrase. Et en fait, il n'y a pas un qui est plus supérieur à celui de l'autre. En fait, c'est vraiment ça. Oui. Et qu'il y a un savoir-vivre, mais de chaque côté. Et qu'en fait, quand tu vas dans un pays, il faut connaître son savoir-vivre. Parce que le savoir-vivre de l'autre, il peut te choquer. Tu peux dire, mais ça, c'est impoli. Tu vois, le fait qu'on me demande pourquoi tu es là. C'est des questions ici où on te pose juste pour savoir ton parcours. Sauf qu'en Afrique, tu ne poses pas cette question-là à quelqu'un. Parce que tu te dis, s'il est là, il a ses raisons. Le jour, il veut te dire pourquoi il est là, voilà. Mais tu n'as pas à lui demander pourquoi tu es là. Et surtout, tu lui fais un aquaba, c'est-à-dire tu l'accueilles sans lui poser de questions, tu vois. Il n'y a pas cette notion en Afrique d'immigration, c'est-à-dire tu viens d'où? Non, tu es là, le jour où tu veux pas, tu t'en vas, tu vois. Oui. Et donc, je suis allée acheter un livre parce que je me suis dit, vu qu'on est entre nous, il n'y a personne qui va m'expliquer. Donc, je suis allée acheter un bouquin et j'ai potassé le bouquin pour comprendre, en fait, la culture française. Parce que je me suis dit, il y a un truc qui me manque dans l'affaire, donc je vais regarder. Ça m'impressionne, hein, je te jure. Ça m'impressionne qu'une jeune personne ait une démarche aussi proactive. C'est top. Donc, j'ai commencé à regarder et à comprendre. Donc, du coup, quand je vois les gens arriver et me dire « Monsieur, dame », je dis « Non, des gens ne disent pas « Monsieur, dame », on dit « Monsieur », on dit « Madame ». Et ils me disaient « Comment ça ?» Je dis « Non,
J'ai dit, je me rends compte que vous-même, vous êtes ici, mais vous ne maîtrisez pas du tout les codes. Il y en a, au Cameroun, il y a une expression qui dit dormir au premier banc. Je sais pas si on dit ça en Côte d'Ivoire aussi. Tu vois, c'est les gens qui sont censés être, comme tu dis, ils sont là, mais en fait, ils ne profitent pas, ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Ils sont au premier banc, mais ils dorment. Voilà. Et c'est vraiment ce que tu as ressenti. Donc, ça a été une expérience assez... voilà, donc très vite, tu as vu tout la différence entre ce que je croyais que c'était et que c'était. J'ai commencé à dire à ma mère, bon, écoute, au bout de 3 mois, je lui ai dit, bon, je veux rentrer. Elle m'a dit, non, mais tu plaisantes. Mais parce que tu étais malheureuse, parce que tu étais déçue. Non, parce que ça correspondait pas du tout à l'image qu'on avait définie en Afrique, à ce que je voyais dans la télé, dans les films. Donc, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. Donc, j'ai dit, je préfère rentrer. Donc, j'ai dit à ma mère, il faut me payer le billet, tu me payes l'école et je reste là-bas. Elle m'a dit, ah non, dans tes rêves, tu restes là. Et donc... Ben oui, je me mets à la place de la pauvre maman qui retrouve sa fille. Non, je te lâche plus. Je ne te lâche plus. Et je me suis dit, non, mais donc je suis restée. Mais à contre-cœur, au début en tout cas. Et puis maintenant, je me suis faite, voilà. C'est ça, faut dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, ça, c'est pour mon enfance. Alors, les études, j'ai fait du droit parce que tu sais, comme je voulais faire de la justice. En fait, au départ, je voulais faire de l'anglais. Ça t'est resté? Oui, je suis restée. Je dis, ça t'est resté, ce truc de justice que tu avais. Ce truc de justice, ça m'est resté. Mais en vérité, quand j'ai commencé à aller à la fac, je me suis dit, j'aime trop les langues, j'aime trop les autres cultures, j'aime trop savoir ce qui se passe chez les autres. Donc, je vais apprendre l'anglais. Sauf que ma mère m'a dit, mais l'anglais, tu vas jamais trouver de travail avec ça. Donc, va faire droit. Oh là là, j'aurais jamais dû l'écouter. Donc, j'ai dit, oui, d'accord, je vais faire du droit, mais pour lui faire plaisir. Parce qu'elle s'est opposée farouchement à ce que je fasse de l'anglais que je voulais faire. Elle m'a dit, tu vas pas être payée avec ça. Non. Donc, je suis allée faire du droit, mais à contre-cœur. Donc, vraiment, j'y ai mis la plus mauvaise volonté possible. Pour te dire, à chaque année, j'ai fait l'année en 9 ans, quoi. C'est-à-dire, chaque année, je faisais 2 fois l'année, quoi. Ouais. Parce que je voulais pas faire ça, en fait. Et donc, je me suis dit, en route, il fallait travailler aussi. Donc ça, j'étais un peu choquée, pareil. Donc, j'ai dû travailler pour payer les études, pour tout payer, pour se prendre en main, quoi. Comme je t'ai dit, j'étais une enfant choyée quand je suis arrivée. Donc, oulala. Donc, j'ai dû travailler, j'ai dû grandir en vitesse accélérée, aller à l'école et faire des études, commencer à avoir l'argent alors que j'étais trop jeune et je savais même pas comment gérer ça. Donc, je m'achetais des habits. Et ici, il y a un magasin qui s'appelle Galerie Lafayette, c'était mon QG, j'étais tout le temps là-bas. C'est vrai. Mais quand tu dis travailler, gagner de l'argent, acheter des vêtements, là tu as quel âge à ce moment-là? Tu es déjà là, je suis à la fac. Non, je suis à la fac. Je suis à la fac, je vais à l'école et j'ai un travail à côté qui me permet de payer la fac. Mais comme je te dis, le droit, c'était pas ma tasse de thé, je l'ai fait pour faire plaisir à ma mère, donc j'allais là-bas en disant... Et à aucun moment tu as été jusqu'au bout, tu as bu le vin jusqu'à la lie. C'est ça, à aucun moment tu t'es dit non, j'arrête, je passe à autre chose, non. Non, mais même un jour, mon père qui vivait encore en Afrique, il m'a appelé pour me dire, mais là, on voit que chaque année, tu t'amuses à refaire l'année, tu peux changer. Mais pour moi, c'était un aveu d'échec, en fait. Ok. Donc, j'ai dit, non, je peux pas m'arrêter, je vais aller jusqu'au bout. Donc, je suis allée jusqu'au bout. Bye que bye, hein. Je suis allée jusqu'à la maîtrise. J'ai fait la maîtrise. Dès que j'ai eu le diplôme, j'ai dit, bon, c'est bon. Parce qu'en fait, pour moi, c'était comme trahir mon père de ne pas aller au bout de ce que je faisais. D'accord. Donc, parce qu'il m'avait élevé comme ça. Il m'a dit, si tu fais quelque chose, fais-le au bout, sinon laisse tomber. Donc, comme il m'avait toujours élevé comme ça, j'étais élevée à aller jusqu'au bout. Donc, j'ai dit, même si ça ne me plaît pas, je vais faire les choses au sérieux, je vais aller jusqu'au bout. Donc, je suis allée jusqu'au bout, j'ai fini. Dès que j'ai eu ça, j'ai dit, bon, vous avez votre diplôme maintenant, je vais faire ma vie. Donc, voilà. C'est excellent. C'est excellent. Mais je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ton parcours. Tu vois, ce côté... Bon, je vais dire famille africaine, mais je connais des familles non africaines qui vivent la même chose. Ce côté où on doit être résilient pour les parents, pour les autres. On doit tenir, quitte à mettre ses rêves de côté, quitte à mettre qui on est carrément de côté. Et ouais, là, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Et donc ça, c'est le grand débat. Est-ce que c'est la bonne chose à faire?
Je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, c'est pas la bonne chose à faire parce qu'il faut faire ce pourquoi tu es fait, en fait. Parce que si tu t'entêtes à faire ce pourquoi tu n'es pas fait, tu perds du temps. Oui. Mais est-ce que j'ai regretté? Non, parce que c'était ma vie, parce que c'est comme ça, parce que on a le grand respect des aînés, on se dit qu'ils savent ce qui est mieux pour nous, et puis de toute façon, les études, c'est jamais perdu, le temps, c'est jamais perdu. On peut pas dire, j'ai perdu 9 années de ma vie dans les bancs. Non, c'est que de toute façon, j'aurais pas été prête à faire autre chose. Oui. Et de toutes les façons, à un moment donné, pour moi, quand quelque chose est dans ton destin, même si tu l'as délaissé à un certain moment, ça va te rattraper un autre, tu le feras au moment où il faudra, quand il faudra, quand tu auras toute la maturité pour le faire. Donc, c'est pas... Voilà, tu sais, en Afrique, il y a cette notion de temps qui est... On n'a pas à se dire à 18 ans, il faut ça. À 25 ans, il faut ceci. On n'a pas ça, quoi. En fait, le jour où ce sera ton temps, tu feras. Tu le feras. Ok. Et tu feras plus vite et même mieux que si tu l'avais fait avec des injonctions de temps, tu vois. Ok. Voilà. Moi, je me disais à 18 ans, je serais riche et tout. 18 ans, j'étais rien du tout. J'étais en HLM en train de chercher, aller à la fac et je venais d'avoir mon bac et basta, quoi. Ok. Tu vois? J'adore. Non, mais ça, c'est une belle vision, je pense, que tu as. Mais sinon, après le droit, tu fais quoi, du coup? Donc, après le droit, je faisais un travail d'hôtesse d'accueil pendant que j'allais à l'école. Donc, dès que j'ai validé mon diplôme, je rencontre un professeur d'anglais qui donnait des cours à l'endroit où moi, j'avais mon side job, là. Et il me parle d'une boîte. Il me dit, il y a une boîte qui s'appelle Crédit Foncier. Tu pourrais aller travailler là-bas. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, mais c'est une boîte qui fait du crédit immobilier. Je dis, ah bon. Et donc, je vais me renseigner sur Internet. Et puis, je l'appelle. Je dis, écoutez, il y a ce poste dont vous m'avez parlé, etc. Il me dit, mais moi, je suis en Australie. Attends que je revienne pour envoyer ton CV. Je dis, non, je vais postuler comme grande toute seule et je vais y aller, quoi. Et je vais donc dans cette entreprise qui propose que du crédit immobilier. Et puis, il me recrute. Et là, je découvre un nouveau monde. Je vois des gens qui, à l'époque, gagnaient 1 200 € à l'époque, qui achètent des maisons. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Attends, juste une petite question. On te recrute en tant que juriste ou commercial? Non, parce qu'en fait, moi, je m'en vais là-bas pour travailler pour... Alors, ils avaient un poste de recouvrement. Ils demandaient un profil juridique. Et moi, je postule pour ça. Ils ne me prennent pas. Ok. Et ils me rappellent quelques jours plus tard pour me dire, nous, on pense que vous pourriez être commercial. Alors, ils me recrutent pour un poste de commercial. Non, loin de chez moi en plus. C'est drôle, et je dis, ouais, ok, j'y vais. Parce que de toute façon, comme je t'ai dit, le droit, bon, j'ai fait parce que ma mère m'a dit fait, quoi. Donc, donc la RH ou le RH te voit et se dit, elle a la tchatch. Il me dit, va faire commerce. On ne vous prend pas pour le poste de recouvrement de siège. Par contre, on a un poste de commercial en agence. On a donné votre CV à la personne qui fait ça. Est-ce que vous voulez aller passer l'entretien? Je dis, bah oui. Donc, je vais. Et finalement, j'atterris en commercial dans l'agence. En assistante commerciale, d'abord, j'ai commencé. Dans l'agence. Et là, je découvre un nouveau monde. Des gens qui viennent pour acheter des maisons, des appartements, qui ne gagnent pas grand-chose. Là, je rentre à la maison, je dis, maman. Des gens qui gagnent 1 200, 1 300 qui achètent des maisons. Pourquoi toi, tu restes en HLM et tout? Ma mère me dit, oh, toi, depuis que tu travailles en banque, on ne peut pas respirer. Non, mais je te jure, j'ai l'impression de raconter les choses, on peut que rire. Et là, je dis, non, mais c'est pas possible. Et je commence à parcourir les tatas qui habitaient dans un HLM avec nous. Mais, en fait, il suffit de prendre des papiers. Attends, quand tu parles, il y a un problème avec le micro, je pense. Soit tu es trop proche, soit tu es trop loin, je sais pas, mais... Là, c'est mieux? Là, c'est bon. Moi, je bouge plus. C'est parfait. Et là, je commence à découvrir que les gens deviennent propriétaires, qu'ils achètent. Donc, je commence à embêter tout le monde. À l'époque, parce qu'entre-temps, je m'étais mariée. Je vais voir mon mari. Je dis, mais les gens sont propriétaires. Mais c'est pas possible. On peut pas rester comme ça. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi nous, on va rester locataires alors que les autres sont propriétaires? Mais c'est quoi ça? Et tout ça. Et donc, je commence à embêter tout le monde. Ben, moi, finalement, j'achète puisque je peux pas être cordonnier le plus mal chaussé. Donc, moi, j'achète et je commence à évangéliser tous ceux qui sont autour de moi. Mais toi, et je deviens vraiment, chez moi, la bête noire. C'est-à-dire que dès que mes cousines ramenaient un mec en disant, ouais, mais là, mon nouveau mec, il est trop beau et tout, la première question que je posais, qu'il arrivait en face de moi, c'est... Le propriétaire?
Donc tout le monde a commencé à me fuir parce que c'était devenu mon critère premier. C'est-à-dire quand elle disait il est bon, il travaille, blablabla. Dès qu'il arrivait devant moi, je disais tu es propriétaire. Et quand il disait non, je dis mais il faut rien. Il n'a rien. Mais tu te rends compte que tu es avec quelqu'un qui n'a rien. Et j'étais tellement moralisatrice que mes cousines en avaient marre, quoi, parce que mais c'était tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'on me présentait quelqu'un, je me demandais, il est locataire ou il est propriétaire? Il est locataire. Mais il arrive, mais pourquoi tu as dit que c'était un bon parti? C'est par rapport à quoi? Et tout le temps, je faisais ça. Donc, je devenais impossible. Ma mère, elle me disait, mais laissez-la. Depuis qu'elle est allée en banque, là, c'est pas possible. Elle emmerde tout le monde ici. Et c'était vrai, tu sais comment parler maman africaine. Elle a peut-être pas ma mère. Elle a dit, mais là, il faut que tu arrêtes. Hein. Il faut vraiment que tu arrêtes. Et c'était comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que tu passes devant moi, je te demande. Dès que tu me vois, je te demande. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, donc, j'ai travaillé 9 ans en banque, au Crédit Foncier, à l'époque. Et après, je suis allée travailler 2 ans. 2 ans chez BNP Paribas. Toujours commercial. Et puis après, je me suis dit, mais moi, je ne suis pas capable de me contenter des choses. C'est-à-dire que quand tu vas m'expliquer un truc, je me dis, mais tu peux faire ça, mais tu peux faire ceci, tu peux faire ça. Et je me suis dit, plutôt que de demander aux autres de faire les choses, je vais le faire moi-même. Et donc, et surtout, mon mari n'arrêtait pas de me dire, mais toi, tu es une entrepreneur, toi, en fait. Et je dis, pourquoi? Il dit, t'as déjà vu un salarié qui poche qu'à minuit? Et ben, je dis, bah ouais. Il dit, non, ça n'existe pas. Tu as des horaires, tu fais ce qu'on te demande. Toi, tu veux toujours faire le kilomètre supplémentaire. Il m'a dit, crée ta boîte parce que c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Donc, j'ai créé ma boîte. Wow. Il m'a dit, là, tu fais ce que tu veux dans ton truc et puis voilà. Et donc, j'ai créé un peu ma boîte comme ça, mais pas au début avec grande conviction parce que mon père avait été entrepreneur et je savais ce que c'était la vie d'entrepreneur. Et je m'étais dit, non, moi, il me faut un boulot pépère. Sauf que ma personnalité était autre. On ne se refait pas. Voilà. Moi, je voulais un boulot tranquille, évoluer dans le boulot et tout, sauf que ma personnalité était autre. Donc, j'avais pas le choix, en fait. Ma personnalité fait que, il fallait que je crée parce que très vite, quand je suis dans un travail, si j'ai pas d'autonomie, je vais très vite aller me dire, mais ça, on pourrait faire comme ça. Les idées, tout le temps, je vais en sortir. Et si l'employeur avec lequel je suis, il n'est pas à mon niveau, c'est-à-dire, il pense pas comme moi, il va vite être saoulé. Quand je suis propriétaire, j'arrêtais pas de dire aux gens, tu es propriétaire. Tu vois? Non, mais je donnerais cher pour assister à 2-3 rencontres, tu vois, de toi et des autres, et voir la tête des gens. Encore elle. Qu'ici, immobilier. Non, mais on rigole, mais tu nous diras plus tard combien de personnes sont venues ramper après derrière pour avoir tes conseils. Mais on va revenir parce qu'à un moment, tu as dit un truc qui m'a interpellé, mais bon, il fallait que tu ailles jusqu'au bout de l'histoire, mais je vais revenir dessus. Tu disais quand tu as commencé ton droit, donc tu étais étudiante et tu devais travailler pour payer tes études. Mais du coup, tu as eu ton premier rapport à l'argent, au salaire, et tu étais assez dépensière. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as, je vais pas dire corrigé, comment s'est développé ce rapport à l'argent? Tu vois, comment tu es passé de juste dépensière. Oui, voilà, comment tu es juste passé de dépensière à investisseuse, si je peux dire ça comme ça. Mais oui, parce que tu es propriétaire quelques années plus tard. Donc, comment ça évolue? Comment naît ce rapport et comment est-ce que ça évolue? Je pense que c'est mon mari qui m'a aidé parce que pour moi, j'avais cette conception qu'on nous donne, c'est-à-dire que quand tu as de l'argent, tu dois aider les autres. J'avais vraiment ça en moi. C'est-à-dire que j'avais pas l'argent parce que, je m'achetais des habits, parce que tu sais qu'en Afrique, quand tu es mal habillé, c'est pas terrible. Ouais. Donc moi, voilà, quand tu t'habilles avec des couleurs bigarrées, le pantalon sauté, le même pantalon depuis tout le temps, on te dit, mais t'es quoi, t'as des problèmes ou quoi? Donc moi, je savais que avoir une bonne mise en Afrique, c'est pas. En tout cas, moi, dans ma famille, c'est indispensable. Donc moi, j'avais ça. Deuxièmement, tu ne peux pas avoir de l'argent et ne pas en donner aux autres. Donc, dès qu'on me demandait l'argent, boum, je donnais. Okay. Dès que quelqu'un me disait, j'ai tel problème, bam, je donnais. Donc, en fait, mon mari me disait tout le temps, mais je comprends pas. Et lui, ce qui me choquait, c'est que lui, quand quelqu'un lui demandait, il disait non. Et moi, j'étais choquée. Je disais, la foudre ne te tombe pas sur la tête quand tu refuses.
puisqu'on a deux cultures différentes. Et lui, il disait aux gens, non, il faut apprendre à te débrouiller, à chercher de l'argent. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais t'es méchant, en fait. Et je ne comprenais pas cette façon de faire. Je disais, mais tu as de l'argent, c'est pour toi, c'est pour les autres. Il disait, non, comment moi je vais faire si je ne m'en sors pas? Et ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc, je n'arrêtais pas de dire, non, tu as de l'argent, tu partages. Donc, moi, quand les gens me demandaient, je donnais. Je m'habillais moi-même, je donnais aux gens, c'était carpe diem, quoi. Et chaque fois que j'en avais plus, je revenais vers lui, forcément, parce que lui gardait. Et un jour, il m'a dit, je lui ai demandé, il m'a dit non. Et je pense que c'est ça qui m'a réveillée. Tu avais besoin de ton nom à toi. Voilà, parce qu'en fait, je voulais renégocier le crédit de notre appartement. Et j'ai dit, on va renégocier le crédit, donc on va gagner plus d'années, on va payer moins. Ouais. Donc, c'était un beau projet. Sauf que je lui ai dit, il faut 2 000 € d'apport, et bien entendu, moi, je ne les avais pas, puisque je dépensais, je donnais à tout le monde, et puis je dépensais. Lui, il les avait. Donc, je lui ai dit, tu peux me les donner? Il m'a dit non. J'ai dit, mais attends, c'est pour un projet familial, là, c'est du sérieux. Il m'a dit, oui, d'accord, mais non. Il a dit, débrouille-toi, fais le regroupement de prêt comme c'est pas le regroupement. Fais le rachat du crédit si tu veux, baisse les mensualités, mais débrouille-toi pour que tout le monde dedans. Moi, je ne sens pas 1 euro. J'étais choquée. J'ai dit, mais t'es méchant, en fait. Et en fait, son nom, là, c'est ça qui m'a sauvée. Okay. Parce que quand il m'a dit ça, je me suis assise et je me suis dit, mais au fait, où est passé mes sous, quoi, en fait? Que je ne suis pas capable de sortir. Ouais. Et là, j'étais tellement énervée parce que c'était pour un bon projet. Lui-même, il allait économiser grâce à ça. Et quand il m'a dit non, ça m'a sauvée. Parce que tant qu'il me donnait derrière, je faisais encore. Mais dès qu'il m'a dit non, c'est non, là, je me suis réveillée. J'ai dit non, là, il faut que j'apprenne à être autonome vraiment, quoi. Pas à dire genre, oh, je suis la femme autonome quand ça m'arrange, mais à l'être vraiment. Et c'est là que je me suis dit, bon, là, maintenant, il faut que je me pose les bonnes questions. Où est passé mon argent? Et je vais voir ma mère, elle me donne un livre, par hasard, elle avait acheté un livre, qui s'appelait Tout le monde mérite d'être riche. Elle me donne le bouquin, elle me dit, va le lire. Et en fait, c'est un livre qui a le titre comme ça, mais c'est un livre style épargne, quoi. Et puis quand elle m'a donné, j'ai commencé à dire, non, mais là, je finis de lire le livre, j'ai dit, non, mais là, moi, c'est bon, j'ai pas. Et là, j'ai commencé à mettre 10% de côté, 10% de côté. Okay. Et quand les gens venaient me demander un sou, j'ai dit, non, j'ai pas. Non, j'ai pas. Tu as su faire ça du jour au lendemain? Du jour au lendemain. Okay. Parce que je me suis dit, non, là, mon mari m'a bien fait comprendre que c'est bon. Donc là, maintenant, il faut que je me prenne en main. Donc quand quelqu'un venait me demander quelque chose, tu avais beau te rouler par terre, je dis non. Non, tu donnes pas. Je dis non, je ne donne pas. Je dis, je vais épargner, toi aussi tu vas épargner. Tiens, voilà le livre en question, va épargner. Et donc là, tu es méchant. Je dis, je préfère être qualifiée de méchante qu'être gentille et les poches vides. Donc, appelle-moi méchante si tu veux, mais c'est non. Donc, j'ai commencé à dire non, j'ai commencé à épargner, puis j'ai commencé à... Et c'est de là que tout est parti. Et j'ai commencé à mettre l'argent de côté, j'ai commencé à me dire non, mais là... Et j'ai commencé à m'interroger maintenant sur le prix des choses, alors que ça, c'est pas du tout quelque chose que je faisais avant. Oui. J'ai commencé à m'interroger, et puis mon mari me disait souvent, mais tu peux pas cuisiner, qu'est-ce que tu as envoyé les enfants tous les vendredis en sortie? Mes enfants, ils adoraient ça. C'est que je les prenais tous les vendredis, je disais, allez, c'était pas un truc extraordinaire, mais c'était tous les vendredis McDo. Et un jour, il m'a donné la facture, il m'a dit, à la fin du mois, ça fait combien? Je dis, oh, vous aimez pas vivre. Vous avez toujours le visage serré, en train de calculer. Votre culture, là, c'est toujours comme ça, vous calculez. Donc, j'arrêtais pas de faire ça. Et puis... Je sais. Ta vie, c'est un film. Tu pourrais faire un film avec. Tu vois? Et tout le temps, c'est-à-dire, tout le temps, j'arrêtais pas de lui dire, vous calculez tout le temps, etc. Donc, lui, il disait rien parce qu'il sait que je fais tout ça. In fine, c'est lui qui va payer les vacances, c'est lui qui va faire tout ça. Donc, il disait rien parce qu'il sait que c'était comme ça. Donc, j'ai dit, on vous aimez trop, faut prendre le temps de vivre, et patata. Et là, quand il y a eu le Covid, il n'arrêtait pas de me dire, le budget nourriture, là, je pense que tu le doubles parce que tu ne gères pas bien, parce que tu penses qu'on t'a envoyé les enfants au McDo, à tes trucs, machin. Et il m'a dit, je suis sûre que tu ne gères pas bien. Et c'est resté comme ça pendant des années, jusqu'à ce que le confinement arrive et que comme on ne pouvait pas sortir, je me rends compte que finalement, j'étais obligée de gérer à ce qui était là et j'ai fait une économie. Alors qu'on était tous les 4 à la maison. Et là, au bout de 10 ans, je me rends compte que je dis, mais en fait, t'as raison, en fait. C'est-à-dire, première phase, quand il m'a dit non, j'ai commencé à mettre l'argent de côté. Tac. Mais sur la nourriture, c'était quelque chose que j'estimais que non. Écoute, il faut économiser, mais
être radin à ce point-là, parce que moi j'appelais ça de la radinerie. Ouais. Donc je lui ai dit être radin, au point de quand tu manges de réfléchir, je dis faut pas exagérer. Non, je veux pas tomber si bas. Voilà, je dis je peux pas tomber si bas. Donc c'est-à-dire que j'avais commencé à économiser, ça c'est bon. J'avais arrêté d'acheter des sacs et de faire de Galeries Lafayette mon QG, ça c'était bon. Par contre, au niveau de la nourriture, j'étais intransigeante. Je disais, il est hors de question que je mange pas. Je dis, je veux bien être économe, etc. Mais ne pas faire attention à ce qu'on mange, mais vraiment, c'est le summum de la pauvreté. C'était ce que je n'arrêtais pas de lui dire tout le temps. Et lui, comme d'hab, il me regardait en disant, ouais, si tu veux. Sauf que, quand il y a eu le Covid, qu'on s'est retrouvés 4 à la maison, donc là, on est tout le temps là. Mm-hmm. Et que du coup, j'ai dû cuisiner tous les jours. Et puis, je voulais pas sortir parce que au début, le Covid, il y avait toute une psychose là. Donc, comme je voulais pas sortir, je faisais avec ce qu'il y avait. Donc, dès qu'il fallait que je cuisine, je partais chercher dans mon congèle, dans mon truc. Et donc, j'ai commencé à vraiment faire les choses correctement. Et à la fin, je me rends compte qu'il me restait encore du budget. Et là, je fais, ah ouais, Wow. en fait, je peux bien manger. Parce que là, pour le coup, j'ai cuisiné. Donc, je me suis dit, donc en fait, je peux bien manger tout en économisant. Donc là, ça a été la deuxième phase. Ok. J'ai commencé maintenant à arrêter d'acheter des plats transformés, des trucs. J'ai commencé à... Aussi. Aussi. Tu vis plus sainement. Ah oui, en fait, il faut vraiment avoir le truc qui t'explose au visage, que tu le veuilles ou non. Ah, voilà, excellent. le déclencheur. Je pense que c'est ça qui a été un déclencheur. C'est là que j'ai commencé à stopper, à me dire non, je vais cuisiner. Ou maintenant, je peux passer devant un truc et je vais pas dire oui, je vais acheter ça. Parce que je me dis non, je vais rentrer, je vais trouver un plat vite fait. Je suis sûre que je vais trouver un plat même vegan très vite fait. Parce que même, par exemple, moi, je peux faire du yassa sans viande. Hein, il n'y a même pas un problème. Je vais mettre des légumes dedans. Même pas 15 minutes, c'est fait. Je lave mon riz, bam, bam, c'est fait, quoi. Ouais, c'est vrai. Et là, j'ai commencé à trouver plein de plats, même de chez nous, qui sont bien véganes et qui ça va, quoi. Ouais, c'est juste... économiser comme ça. Parfait. Mais là, tu deviens une épargnante. À quel moment tu deviens une investisseuse? Enfin, non, tu es investisseuse vu que tu es déjà propriétaire de ta maison. Mais... Peut-être pour répondre à ta question, c'est parce que moi, investisseuse, pas au sens où les gens bâtissent des patrimoines, achètent des immeubles et tout, je ne suis pas encore à ce stade-là. Moi, mon premier stade, c'était déjà d'acheter ma résidence principale que j'ai fait. Oui. Maintenant, la deuxième phase dont tu parles, c'est-à-dire à quel moment est-ce que je décide d'aller encore plus loin, c'est quand je suis devenue entrepreneur. Ok. Parce que quand je suis devenue entrepreneur, il y a des investisseurs qui ont commencé à m'appeler, à m'inviter pour aller à leurs conférences, etc. Et là, dans la salle, je les entendais parler de leur réalisation. Et là, je dis, mais attends. Au début, je me suis dit, c'est des bonimenteurs. Honnêtement, au début, je me suis dit... Là, c'est quand tu as ouvert ta boîte. Tu l'as ouvert pendant le confinement. Ça, c'est quand j'ai ouvert ma boîte. Ouais. Pendant le confinement, ok. Quand j'ai ouvert ma boîte et que j'entendais les gens me dire, oui, moi j'ai un immeuble, j'ai 2 appartements et tout. Moi, je les voyais sur les réseaux sociaux, je me disais, mais des bonimenteurs. Je rigolais à tout cas. Parce que je disais, mais les gars, là, qu'est-ce qu'ils mentent? Parce que je ne croyais pas, en fait. Et un jour, il y a un agent immobilier qui m'a dit, est-ce que tu peux traiter le dossier de mon client et tout? Je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Mais elle m'envoie les papiers. Le client m'envoie les papiers et je vois, là, par contre, noir sur blanc, la réalité des choses. Et là, je dis, mais attends, mais moi, je suis dedans. Comment j'ai dormi ou quoi? Mais oui, mais comment ça se fait? En plus, toi qui a les yeux ouverts, qui voit partout, comment tu as pu rester... Qu'est-ce qui fait que tu l'aies pas vu plus tôt, à ton avis? Je pense que dans la vie, comme tu as dit, il nous faut des modèles. Il faut que tu aies vu des gens le faire. C'est pour ça que ton podcast est important, parce que si tu n'as pas entendu, si tu n'as pas vu des choses, tu penses que c'est pas possible. En fait, c'est même pas que tu penses, ton cerveau n'arrive même pas à la barre. En fait, c'est ça. Tu n'arrives même pas à le concevoir. Voilà. En fait, tu sais qu'il existe des choses, mais... Parce que en banque, quand je finançais les gens, c'était pas des projets comme ça. Donc, c'était beaucoup RP. Donc, j'avais pas et puis, j'avais rarement le même client qui revenait pour dire, je veux réinvestir à nouveau. Donc, c'est ça. J'ai pas vu ça. Et puis, même si je l'avais vu, je l'aurais fait machinalement sans regarder dans le fin fond, de toutes les façons. C'est ce que j'aurais fait. Et sauf que là, je me suis retrouvée noir sur blanc avec des papiers. J'étais en train de traiter le dossier du client et j'ai vu. Donc, j'ai dit, mais c'est possible, en fait. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, il y avait encore un autre palier.
Et là, je me suis dit, non, mais attends. Donc, j'ai commencé à m'intéresser en fait à ça. Voilà comment. Et ça, c'est la deuxième phase. Et là, la phase où tu me trouves là, c'est la phase où je commence à m'intéresser en fait Ok. à aller encore plus loin. Ok, ok. Et donc, ta boîte exactement, ça consiste en quoi? Donc, tu es courtière en immobilier, C'est ça, mais indépendante. c'est ça. Et donc, comment ça marche? Alors, moi, mon travail, ça consiste à aller. Alors, parce qu'en fait, quand tu as besoin de faire un crédit, tu peux aller te lever, aller voir ta banque Mhm. et dire à ta banque, voilà, bonjour, je voudrais un crédit. Bon. Moi, personnellement, quand j'étais en banque, je ne vais pas mentir, je vais dire la vérité. Quand je voyais les gens venir avec le courtier, je dis, pourquoi ils payent un courtier? Parce que pour moi, C'est ça. faire un crédit immobilier, ça prend 2 heures, quoi. Moi, quand j'étais en banque, ça me prenait 2 heures. Oui. Donc, je partais de mon principe à moi. C'est-à-dire, je me disais, ben, c'est pas compliqué. Donc, pourquoi? Mais quand j'ai commencé à bosser en banque et j'ai commencé à voir que parfois, tu pouvais tomber sur des conseillers qui oublient ton dossier sous la pile. Et puis, en fait, au moment où ils s'en rendent compte, c'est trop tard. Donc, ils courent, ah, vite, vite, faisons le refus parce que... Et là, je les écris de l'intérieur. Ah ah. Faisons le refus parce que c'est trop tard, j'ai pas le temps, c'est trop compliqué. Si j'envoie au siège, ils vont se rendre compte, donc on va faire un refus. Quand j'ai commencé à voir ça, j'ai dit, ah ouais, mais les gens, ils ont besoin de moi, en fait. Ok. Ou quand je disais à la responsable, mais ce dossier-là, le courtier l'a envoyé comme ça parce qu'il ne connaît pas nos règles, mais si tu présentais plus comme ça, elle dit, non, c'est pas mon problème, elle me disait. Il n'a pas su monter, c'est son souci. Je comprends pas. Wow. Toi, tu sais comment faire, dis-lui. On devrait plutôt faire comme ça et le dossier, il passera. Non, non, c'est pas mon problème, il est payé, il se débrouille. Tu vois? Et quand j'ai commencé à voir l'envers du décor, je me suis dit, mais les gens, ils ont besoin de courtier, en fait. Ok. Je me suis dit, mais s'ils n'ont pas de courtier, ils vont faire comment, les gens? Parce que tout le monde n'est pas un conseiller qui a envie de sortir le dossier, en fait. Parce que moi, quand j'avais un dossier, je me disais, il faut qu'il sorte. Il faut que... Ouais, c'est ça. Mais tout le monde n'a pas ça. J'avais des collègues qui me disaient, non, 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 tu es en train de te prendre la tête pour les clients. Si ça ne se passe pas bien, ils vont te pourrir. Et c'est vrai, il y a des clients qui te pourrissent. Ça, je veux bien croire. Voilà, donc il me disait, tu vas vouloir aider les gens et derrière, ça va monter en épingle. Tu vas même parfois, ça va pas bien se passer. Donc quand ça part déjà mal dès le début, laisse tomber. Et donc j'ai fini par me dire, mais les gens, en fait, ils ont besoin de quelqu'un qui va vraiment les aider à atteindre cet objectif-là, de devenir propriétaire. Et donc je me suis dit, si je m'en vais me mettre dans une enseigne, je vais me retrouver avec la même problématique, c'est que je ne pourrais pas faire ce que je veux. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai toujours 36 idées à la minute et je me suis dit, si je veux innover, si je veux faire des choses, je ne peux le faire que si c'est sous ma propre casquette. C'est comme ça que je me suis dit, je vais être indépendante. Ok, ok. Eh ben, là, tu viens de décanter plein de choses dans ma tête, là. Merci beaucoup. Merci. Et donc, depuis que tu as commencé ton activité, Oui. quels sont quels sont les avantages, les difficultés par rapport à la vie privée, par rapport et même au niveau professionnel? Le premier truc, moi je me suis dit, je vais prendre mon CV, je vais aller voir les banques, je vais dire voilà, coucou, je suis courtier, et boum, ils vont me donner toutes les conventions. Parce qu'en fait, en France, pour travailler avec les banques, il faut plus maintenant, parce qu'on est en 2023, mais par le passé, il faut qu'ils te donnent des accords. Et en fait, quand tu arrives, moi je me voyais super courtière et tout, toute seule. Mais eux, ils me voient toute seule. Sauf que moi, je me vois capable de faire toutes les choses. Et en fait... Tu te vois quand j'arrive maître et du je demande monde. les conventions au début, ils m'ont dit, vous êtes seul? Je dis, bah oui. Et ils me font, ah ouais. Parce que, en fait, c'est comme si je suis allée comme David et Goliath. C'est-à-dire, pour moi, je suis capable de tout faire. C'est-à-dire, moi seul, je fais 10 personnes. C'est dans ma tête, c'est comme ça que je pense. Donc, je m'en vais les voir avec mon CV et je dis, donnez-moi des conventions. Mais ils me demandent, vous êtes toute seule? Je dis, bah oui. Donc, tu vois, face à des mastodontes qui sont nombreux, Jean ils me voient BNP. arriver comme ça, en disant, mais tu plaisantes ou quoi? Quand ils disent, vous êtes seul, vous n'avez pas d'équipe, c'est ça qu'ils veulent dire? C'est ça. Et, mais une équipe, quoi? Une équipe de courtier ou bien une équipe avec un juriste, un comptable? C'est ça. Non, une équipe de courtier. Une équipe, parce que eux, ils ont un minimum de dossiers à faire pour te considérer comme étant sérieux, entre guillemets. Donc, ils se disent, mais moi, tout seul, comment je vais faire ça? C'est ça, en fait, leur interrogation. C'est pour ça que tu vois des courtiers, par exemple, qui ont sur leur enseigne, par exemple, AXA,
ou KBC, et puis il y en a d'autres qui ont BNP, Dexia, enfin, voilà, il y en a qui ont réussi à avoir un lien avec une banque et d'autres avec plusieurs. C'est ça, Ah, exact. donc, ok, vous négociez Voilà. En fait, tu viens, des arrangements. tu donnes ton CV, tes documents, ils voient s'ils ont envie de travailler avec toi ou pas, mais ils ont un minimum de dossiers à faire. Et la peur qu'ils ont, c'est est-ce que toi, tout seul, tu vas Tu vas. réussir à faire? Parce que si vous êtes 5, 6, lui, vous allez réussir à avoir le volume très vite Mhm. pour être considéré comme sérieux. Mais si tu es seul, comment tu vas faire? C'est ce qu'ils se sont dit. Donc moi, au début, quand j'arrive, je me retrouve face à cette problématique-là. Mais qui, pour moi, n'en est pas Il n'y en une, a parce pas que une. moi, je me voyais pas. En fait, je ne me voyais ni grande ni petite, je me voyais moi, point. Ouais. En fait, je n'étais pas en train de me dire, ah, je vais ramener plein. Non, je me vois qu'ici, Perron, et je vais faire le travail et puis on verra. En fait, voilà comment je pense. Je pense pas, je pense à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est C'est aujourd'hui, ça. demain, on verra. Voilà, c'est C'est comme ça ça. que je pense. Et donc, je vais voir une amie qui me présente et puis il me donne la convention. Et puis elle me dit, la première banque qui me fait confiance me dit, il vous faut faire 15 dossiers. Je dis, oui, ok. Parce que moi, 15, je me suis dit, c'est que dalle, 15 dossiers. Et puis elle me dit, oui, mais par contre, il faut faire ça en 6 mois. Et pareil, je la regarde, je dis, oui. Il y a forcément 15 personnes qui veulent bien être propriétaires en 15 jours. C'est quoi cette histoire? C'est- Ah, En 6 mois, c'est ce que je me dis. ouais, tu me fais, tu Ouais, me fais peur, j'attends la suite. ouais. Et là, je rencontre mon ancienne responsable dans la toute première banque dans laquelle j'ai travaillé qui me Un. dit, mais tu es dans quel monde? Et je lui dis, comment ça? Elle dit, mais 15 dossiers en 6 mois, des gens qui vont acheter. Mais elle m'a dit, mais tu t'es tiré une balle dans le pied, hein? Mais Je dis, pourtant, tu faisais pourquoi? bien ça en banque. Ah oui? Elle m'a dit, oui, mais tu faisais ça en banque, avec le nom de la banque sur ton dos. Là, Ok, c'est toi. ouais. Elle m'a dit, donc, bon courage, hein. Et là, moi, je lui dis, oh, et c'est bon, tu es trop pessimiste ici, il me dit. Elle me dit, ok. Donc, je m'en vais voir les agents immobiliers. Je dis, bonjour, c'est ici, tu te souviens de moi? Écoute, je suis devenue courtier, voilà, tata, donne-moi des dossiers. Le mec, il me dit, mais attends, quand tu étais en banque, ça va, mais là, tu es toute seule. Non. Et là, je me retrouve avec des portes qui se ferment. Flan, 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 flan. Et là, je m'assois et je me dis, oh, on a déjà passé quasiment 30 jours. Il te reste 5 mois pour ramener les 15 dossiers qu'on t'a. Ah ouais. Ah Et ouais. j'avais un truc. C'est que mon mari avait l'habitude tout le temps de me dire, toi, tu ne penses que boulot. Tu ne t'occupes pas de l'extra. C'est-à-dire, parce que pour moi, toujours pareil, j'avais été élevée avec la notion qu'il faut arrêter de jouer, quoi. Donc, je trouve les activités extra-scolaires, pas scolaires, extra-professionnelles comme étant une perte de temps. Ok. Donc, je fais tout pour pas aller dans les trucs où je me dis, mais là, je suis en train de perdre mon temps, là, en fait. Il faut toujours que je sois en train de réfléchir, de lire un livre, Ouais. de faire un truc. En fait, Tu es, je ne sais pas m'amuser. Je ne sais pas. tu es dans l'efficacité constante. Tout le Ouais. temps. Il faut toujours que je lise. Il faut toujours, aux caisses de métro, aux caisses de supermarché, j'ai mon téléphone. En fait, je suis en train de lire un livre. En tout cas, il faut toujours que je rétablisse mon temps. C'est Et mon mari me dit tout dingue. le temps, mais c'est pas possible, tu sais pas t'amuser. Et c'est vrai, je sais pas m'amuser. Et donc, là, quand il me dit ça, je me dis, mais là, je vais faire comment? Et là, ma fille vient, elle me dit, maman, j'ai une kermesse. Je dis, oh, kermesse? Et là, j'ai plein de problèmes. Tu me Tu parles veux de pas de kermesse? Là, je suis dans mon compte, là, il faut que je trouve de l'argent, là, tu me parles de kermesse. Mais quelle kermesse, quoi? Et puis, je me souviens de cette parole de mon mari qui me disait tout le temps, tu sais pas t'amuser. Donc, je dis à ma fille, il n'y a pas de problème. Je mets des sandales. Écoute bien, Anne, hein. Des sandales, je mets ma robe africaine. Ma cousine s'était lancée dans la mode et tout, donc elle me donne une robe africaine et tout, je mets ça. Je mets mes lunettes noires et je pars en sandales à la kermesse. Et j'arrive à la kermesse. Et je me dis, mais t'as plein de problèmes et tu es en kermesse, quoi. Et j'arrive à la kermesse et là, je rencontre une jeune femme qui est venue aussi à la kermesse avec ses enfants. Et puis, je lui dis, en fait, toi, tu n'es pas propriétaire? Elle me dit. Et je dis, mais Question. tu as quel taux là actuellement? Elle me dit, mais je suis à 2, je crois qu'elle était à 2 et quelques. Elle me dit, je suis à 2 et quelques. Je dis, mais actuellement, sur quelle durée? Elle me dit, il me reste 20 ans, il lui restait 20 ans à l'époque. Et je dis, mais
Normalement, sur ce taux-là, on est à 1 et quelques. Ah. Elle me dit, ah bon? Je dis, bah oui. Elle me dit, écoute, si tu réussis à me trouver ça, je t'envoie tous mes amis. Oh yes. Oh yes. Et là, je dis, ah bon? Elle me dit oui. Je dis, alors, cherche. Et donc, elle m'envoie son dossier. Et oui, je lui trouve donc, c'est le premier dossier que j'envoie à la banque, là. Mm-hmm. Je lui trouve le fameux 1 et quelques, là, qui lui permet de baisser ses mensualités. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie tous ses amis. Oh yes. Et donc, en un mois, je me retrouve à 8 clients. Ah yes. J'adore. Comme quoi, la kermesse, hein? La kermesse! Réseautage. Mais clairement, et là, j'apprends un truc que depuis tout le temps, on m'avait dit. C'est-à-dire que quand je partais dans les entreprises, on me disait, il y a un pot. Je disais, un pot? Vous allez encore dépenser mes sous? Vous n'arrêtez pas de bouger. J'arrêtais pas de dire en banque, parce qu'en banque, les gens, ils changent tout le temps de poste. Oui. Et donc, à tout moment, il faut cotiser. Et je dis, mais c'est les mêmes, là, toujours en train de dépenser l'argent des autres. C'est comme ça que je pensais. Parce qu'à tout moment, il y a toujours quelqu'un qui change d'agence. Il faut aller là-bas, il faut aller boire un verre, patata. Et moi, tout ça, je pensais que c'était une perte de temps. Mais en fait, c'est pas une perte de temps. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. On serre les mains. Sauf que moi, dès qu'on me dit, viens manger avec nous, je m'assois, je fais 20 minutes. Et puis quand je vois que la conversation ne m'intéresse pas, hop, j'attrape mon téléphone, je commence à lire mes journaux. Parce que j'estime qu'on est en train de gaspiller mon temps. C'est comme ça que j'étais. Oui. Et quand je me suis mise à mon compte, donc forcément, quand tu es comme ça, les gens ne te connaissent pas, ils ne savent pas que je peux être marrante. Mais sauf que c'était comme ça que j'étais pendant une bonne partie de ma vie. Sauf que quand je deviens entrepreneur, que je suis coincée, je vais à la kermesse, en sandales, c'est-à-dire pas du tout habillée professionnellement et tout, et que je rencontre les gens, je dis, ah, en fait, le business, il est partout, en fait. Oh yeah. Ah, j'adore. Et donc, la nouvelle qui s'y naît en sandales et en robe. Ça, c'est la phase 1. Oh yes. Et j'ai ramené les fameux, c'était pas 8. En tout cas, en un mois, ce qu'elle m'avait demandé était fait. Donc, elle a dit, OK, je vous confirme le contrat et on y va. Ça, c'est la première banque. Yeah. La seconde banque, donc là, on va rentrer dans vraiment du spirituel. Oh, écoute, on adore ça. Vas-y, on voit. La seconde banque, je rencontre, donc je commence à réseauter. Dès qu'on dit qu'il y a un événement, même si je me fais violence, hein, parce que c'est vraiment pas moi, quoi. Toi, ce qui est bien, c'est qu'il faut pas te dire un truc deux fois. Quand t'as compris, c'est bon. C'est parti. On y va. Voilà, donc là, il y a un autre événement, j'y vais et tout, et on me dit, il y a un événement chrétien et tout. Je dis, OK, donc j'y vais. C'était pour les entrepreneurs chrétiens, donc j'y vais. Je rencontre une fille là-bas qui fait des choses sur la peau. Comment avoir une belle peau et tout. Donc moi, je dis, je peux me maquiller, donc on se lie d'amitié. Elle me dit, très bien, je vais te donner des produits et tout. Donc, je vais pour faire des soins avec elle. Et puis, dans la conversation, je lui dis, ah, moi avec ma grande bouche. Je lui dis, ah, tu sais, j'ai une tante, donc la fameuse tante, tu sais, qui s'occupait de moi quand j'étais enfant. Je lui dis, j'ai une tante, elle a une entreprise, elle a 25 salariés. Et ma tante, elle a une routine, elle se lève tous les matins à 5h30 du matin. Elle me fait, ah bon? Je dis, bah oui, elle se lève tous les matins et puis à 5h30, t'imagines? Et elle me dit, chiche, on fait ça. Je dis, attends, moi, je t'ai juste dit ça comme ça. Pourquoi tu veux que je me réveille à 5h30, moi? Oui, pourquoi? Elle dit, non, mais tu m'as dit tout à l'heure que ta tante, ça fonctionnait. Nous aussi, on essaie. Et là, quand je lui avais donné, pendant tout ce temps où on était là pour le soin, je lui avais dit que j'étais une battante, que moi, je ne lâchais pas l'affaire et tout, donc je ne pouvais pas faire marche arrière. Non. Donc là, elle me dit, chiche, on tente, on se lève à 5h30 et on prie, on fait ça. J'ai dit, waouh! Ah ouais, non, ça c'est chaud. Moi, j'ai vécu chez un tonton. On a dû le faire. On fait ça que un mois. Moi, je ne peux pas faire ça plus. Elle me dit, OK. Donc, on démarre le Miracle Morning toutes les deux. Oh yeah. Pendant un mois. Ah, quand même. Ouais, elle m'appelle le lundi. T'es réveillée? Je dis, je ne veux plus parler. Je suis fatiguée. Elle dit, non, mais là, il faut qu'on se lève, il faut qu'on aille chercher des clients, que tu ailles chercher tes clients, que moi, j'aille chercher mes clients. Il faut Donc, on se réveille, on commence à se motiver toutes les deux. On se lève à 5h30 tous les jours, du lundi au vendredi. Et on se met à prier. Et elle prie et je prie. Et on ne sait même pas ce qu'on raconte, mais on est là pendant un mois. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport de cause à effet ou pas. Toujours est-il que, à la fin du mois, je reçois un coup de fil. Boum, 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 d'une directrice d'agence que je connaissais,
avec laquelle je voulais travailler, mais qui ne me répondait plus au téléphone. Elle m'appelle, elle me dit qu'ici, ça va et tout. Je dis oui. Elle dit, je voudrais que tu travailles avec notre banque. Ah bon? Je dis, ouais, d'accord, ok. J'adore ça. Elle m'appelle, elle fait un contrat et boum. Donc, j'ai le deuxième. Wow. Et là, je fais, ah ouais, et tout. Donc, je commence donc avec ce deuxième. Donc, quand tu as un nouveau contrat, ça veut dire encore plus de problèmes, si tu veux, puisqu'il faut ramener. Et donc, j'étais là, et puis c'était Noël arrive, et puis j'ai des amis qui habitent au Canada, ils viennent me voir, et puis ils me disent, mais dis donc, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Et je dis, les réseaux sociaux? Ils me disent, bah oui. Encore une kermesse? Ouais. Je dis, mais comment vous voulez que j'aille parler de crédit sur les réseaux sociaux, quoi? Ouais. Ils disent, mais oui, nous au Canada, c'est comme ça. Nos prestataires, ceux qui font les maisons, ceux qui font du crédit, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Je dis, je vais aller où? Ils disent, Instagram. Instagram? Instagram qui fait les photos? Ils me font, oui. Je parle de quoi là-bas? Ils me disent, non, mais là-bas, il faut que tu parles de crédit, il faut que tu parles de ça, quoi. Je dis quoi aux gens? Ils me disent, mais tu dis, tu fais du crédit, point. Et là, je dis, ouais, ok. Et je me dis, bon, et eux, ils m'avaient dit ça, et la fameuse copine qui s'occupait aussi de la peau, là, elle m'avait sorti la même chose. Donc, je me suis dit, mais ça fait 2 fois qu'il me dit ça, donc il faut prendre les choses au sérieux. Donc, j'appelle une fille qui avait beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je dis, comment on fait? Donc, je l'invite, on déjeune ensemble. Elle me dit, bon, voilà, il faut que tu crées, il faut que tu parles de toi. Je dis, pourquoi? Parce que malgré la façon dont je suis pas quelqu'un qui est extraverti. Je suis pas extraverti. Ah bon, on dirait pas. Ouais, et pourtant. Tu vois, moi, je suis une casanière. Et donc, je dis, oh là là, il faut faire des vidéos, il faut que les gens me voient. Ah non, c'est hors de question. C'est chaud. Je dis, non, là, je peux pas, là. Les gens vont me voir. Elle me dit, oui, tu vas faire des vidéos et tout ça. Elle me dit, mais c'est le prix à payer. Hein. Ah, là, là, là. Donc, je commence à me lancer au début. Et au bout de 6 mois, 0 client, mais 0. Et donc, je les appelle en disant, mais vous m'avez dit n'importe quoi, ça fait 6 mois que je suis là-dessus, là. Il n'y a personne qui veut acheter des maisons, c'est bon, quoi. Et je rencontre de fil en aiguille une autre fille aussi, qui avait un cabinet de stratégie, qui me dit, ben maintenant, tu vas faire des lives. Des lives? Oui, oui. Tu vas te mettre devant ton écran, tu vas donner des cours et tu vas expliquer tel produit, tel produit, tel produit. Et là, je dis, bon, ok. Donc, je commence à faire un live. Premier live, je me connecte. Et ma peur, c'était, tu sais, moi, quand je voyais les gens qui faisaient des lives, ils avaient 1-2 personnes, je ricanais derrière mon écran. C'est mauvaise. Je ricanais. Et là, je me suis dit, mon Dieu, c'est mon tour. C'est mon tour. Je n'aurais jamais dû me moquer parce que ce que je me suis moqué, ça va m'arriver. Rira bien. Je vais me connecter, il y aura 2 pèlerins. Et je vais me manger la honte. Je vais avoir la honte de ma vie. Toute la terre entière va savoir qu'il n'y a que 2 personnes qui se sont connectées à mon live. Donc, je dis à la fille, je ne peux pas, je vais avoir très honte. Elle me dit non. T'inquiète pas, même si on est 2, nous aussi, on va te suivre. Ah, purée, c'est trop drôle. Et là, je dis non, mais vraiment, la vie d'entrepreneur, c'est quoi cette vie? Ah ouais, ça peut être violent, hein, ça peut être violent. C'est trop violent, je vais avoir honte et tout. Donc, je me connecte, elle se connecte, ma famille se connecte. Je me dis, bon. Tu as dit quoi? Tu as dit à tes gens, venez. Et je commence à réfléchir, comment je vais faire pour pas avoir honte? Donc, je leur dis, attendez, il me semble qu'à la télé, quand les gens tournent les émissions, il y a toujours des gens autour d'eux là qui sont figurants. C'est parce que je commence à réfléchir, à me dire, je ne vais pas me retrouver tout seul, c'est hors de question. Donc, je commence à leur dire, vous savez, à la télé, là, quand ils font les émissions, il y a toujours des gens autour d'eux là qui sont figurants. Donc, s'il vous plaît, venez faire la figuration pour moi parce qu'il est hors de question que je sois seule. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais la figuration, comment? Qu'est-ce qu'ils étaient censés faire? Non, parce que tu sais que quand ils font des émissions, tu vois, il y a toujours des gens derrière. Ah oui, le public. Le public. Ah ok, qui applaudit, qui rigole, alors qu'en fait, on met une pancarte pour dire rire. Voilà. Donc je leur dis, venez faire ça de façon virtuelle parce que je ne veux pas être seule. Mm-hmm. Donc la fille, elle me dit, oui, t'inquiète, je vais me connecter et tout ça. Sauf que madame, elle ne se connecte pas. La chose. Donc moi, je lance le live. Avant que j'aie eu le temps de l'appeler, j'ai 15 personnes. Oh. Mais les 15 personnes, pour moi, c'était... Oh, jackpot. C'est quoi?
c'est comme si c'était une salle de spectacle. Donc je suis là, je suis époustouflée devant les 15. Et je suis là, C'est bon. oh, 15, c'est rien, mais pour moi, c'est l'autre du monde. C'est Mais différent. oui, Et là, j'imagine. je regarde les 15 personnes et je commence à parler. Je commence à parler de Terre Campus Construction. Je commence. C'était Et je ton suis stade de contente. France, c'est ça? Ah ouais, pour moi, c'est le Stade de France. Et je commence à leur parler, puis je suis contente. Et je parle et je m'arrête plus et je suis contente. Et tout. Attends, on peut retrouver ce live. Tu as mis le replay? Il faut que je cherche pour te le montrer. Parce que ça, je donnerais cher pour le voir. Franchement, ton premier live, Je suis contente. Et j'avais même pas de trépied. ton Donc premier j'avais stade de mis mon France. téléphone. Oui, tu vois. Et j'avais même pas de trépied. J'avais mis mon téléphone sur des briques. Des briques de. Donc j'étais comme ça sur ma terrasse et puis je les vois et puis je suis contente et je parle et je parle et parle. Waouh. Et à la fin de l'interview du live, il y a une fille qui me dit moi je vais acheter. Puis je lui dis chicha, chicha. Je suis à fond quoi. Le lendemain, je commence à recevoir les premiers coups de fil. Une jeune femme qui m'appelle bonjour. Voilà, j'ai 1 000 euros de côté, je veux devenir propriétaire, etc. Je dis d'accord, venez, vous êtes quelle âge, 28 ans. Ok, on y va et tout. Ma première cliente de Instagram. Oh yeah. J'étais à 2 doigts de laisser tomber. J'ai dit à 2 doigts de fermer le compte. Vraiment. Hein. Oh. Je fais ce live, je tombe sur cette fille, elle me fait confiance. Je l'emmène, elle achète, elle devient propriétaire. Elle avait 1 000 euros au début. Je lui ai dit, va voir ton oncle, il te fait un don parental. Et elle devient propriétaire avec 3 000 euros, je crois, à l'époque d'apport. Mhm. Et au moment d'aller au rendez-vous, on était en plein confinement, j'avais le masque. Et en fait, je suis dans la foule. Et puis elle me dit, Kissy Perron. Et je me retourne et je dis, comment tu me reconnais? Elle me dit, je te reconnaîtrai parmi tant de personnes. Oh purée. Elle Ah me dit, est-ce que je ouais. peux te prendre dans mes bras? Aïe 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 Et aïe là, je aïe. mesure en fait l'ampleur du truc. Mhm. Elle me dit, est-ce que je peux te Tu me dis prendre ça, dans j'ai mes même bras? des frissons. Tu Ah vois, oui. alors que. Même moi, j'ai les larmes aux yeux quand j'y pense. Ouais. Elle me dit, est-ce que je peux te prendre dans mes bras et tout ça? Et je dis, oui, bien sûr. Et elle m'attrape, elle me serre dans ses bras. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu ta publication passer. J'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je te suive. Alors, je t'ai suivi. Et j'étais locataire. Il n'y a personne dans ma famille qui est propriétaire. Et là, grâce à toi, je vais sauter le pas. Et là, je lui dis, c'est le début. Et que derrière, je veux que tu achètes toute maison. Ouais. Je ne veux pas que tu vives la pauvreté. Je lui balance ça comme ça en banque. Hein. Ouais. Et on fait l'entretien, et elle a son bien. Et son histoire est extraordinaire parce que je sors de là, j'ai toujours pas beaucoup de clients, mais elle m'a donné une force, Ouais. une niaque. Et là, je me rends compte en sortant avec elle que, mais en fait, toutes les épreuves de ta vie que tu vis, c'est pas pour toi, en fait, c'est pour les autres. C'est-à-dire que parfois, tu vas traverser le creux de la vague et tu vas te dire, j'ai pas envie d'être dans ce creux-là. Mais il faut que tu sois dans ce creux-là pour que tu aies les mots, que tu aies la force, quand tu dis A, c'est A, quand tu dis B, c'est B. Parce que tu ne vas pas parler de façon superficielle. Ouais, tu vas savoir de quoi tu parles. Ouais. Et surtout, tu pourras te mettre à la place des gens. Ouais. Donc, ça fait partie de ton parcours, en fait. Oui, c'est ça. Et quand je l'entends parler, là, je suis contente d'être noire, quoi. Je dis, waouh, là, je suis afro-péenne, là, clairement. Oh, yeah! On l'a converti! Non, mais c'est vrai, comme tu dis, on est en formation, et si tu le décides, ta formation, elle est pour les autres. Et, clairement. Et leur rend service. Ah non, franchement, ce que tu dis est trop touchant. C'est trop touchant. Tu vois? Et donc, ta première cliente t'a fait cet effet-là. Ouais. Et là, je rentre chez moi et tout le temps, je chante sur toute la route de retour. Je dis, j'ai pas beaucoup de clients, mais la première fille là qui m'a fait confiance là, waouh. Et je lui dis, pour toi, je vais pas arrêter les réseaux sociaux. Ouais. Je vais continuer de vous parler, continuer de vous donner des idées et tout, que vraiment, merci. Et je continue. Et cette fille, c'est une jolie fille, cadre et tout. Et la première chose que j'ai en esprit quand je la vois, je me dis, mais une belle fille comme ça, pourquoi elle n'est pas casée? Je comprends pas. C'est moi, je pense crédit, mais pas que. Et c'est la première chose que je pense, mais je ne le dis pas. Et elle, à l'époque, était célibataire. Elle achète l'appartement. Elle a une sensibilité au bruit. Sa voisine du haut fait du bruit. Ouais.
Elle en a marre, les deux se disputent. Elle appelle les policiers. Donc, la voisine du haut se met en colère et lui tend un guet-apens. Un jour, la voisine du haut fait énormément de bruit. Donc, elle monte pour se plaindre et la voisine la bat. L'attendait avec une de ses copines et elle la frappe. Oh. What? Donc, écoute bien. C'est très important que tu suives jusqu'au bout. C'est pour te parler. Attends, pour mes moi, oreilles sont tin-din. c'est pour te parler de ce que je te disais tout à l'heure. De que tous les événements qui t'arrivent ont un but. Et parce que ça t'emmène quelque part. Mhm. Donc, elle me rappelle, donc ma première cliente, quoi, c'est-à-dire l'expérience aurait dû se passer bien. Donc, elle m'appelle, elle me dit, voilà, elle m'explique la situation. Elle me dit qu'elle laisse l'appartement et qu'elle va aller vivre chez un monsieur qu'elle connaît, qu'elle considère comme son parent, qui l'avait aidé, parce qu'elle vit seule ici, ses parents sont éclatés et tout ça, ils sont dans d'autres pays. Elle me dit qu'elle va vivre chez ce monsieur temporairement, le temps que qu'elle trouve une solution, et que ce logement, elle va le mettre en location. Ok. Donc, elle va vivre chez ce monsieur, sauf que ce monsieur a un fils. Tu te rappelles qu'au début, je t'ai dit qu'elle était célibataire. Et que quand moi je l'ai vue, je la regarde en disant comme une belle fille comme ça, elle est célibataire. Sauf que ce monsieur a un fils qu'elle n'a jamais vu. Donc, elle va vivre là-bas pendant quelques temps et elle est le fils Samourache. Ton entreprise, là, vraiment, c'est pas que du crédit immobilier, apparemment. Tu m'étonnes! Et donc, un jour, elle m'invite en me disant, viens manger, sans me dire pourquoi. Et moi, je lui dis, moi, les soirs, comme ça, je peux pas déjeuner. Et puis surtout, je suis surprise, parce qu'on s'est vu 2 fois. Ouais. Et je vais manger chez elle. Donc, j'ai d'un côté cette réticence en me disant, mais je vais aller où, en fait? J'ai peur, si tu veux. Donc, j'aurais voulu qu'elle m'invite dans un cadre de restaurant. Oui, c'est ça. Sauf qu'elle me dit, viens chez moi. Donc là, je dis, mais... C'était très intime, ouais, d'un coup. Voilà, ça devenait... Et donc, je lui dis... pour moi, il y a un truc, c'est que le soir, il ne faut pas que je mange. Sinon, après, j'ai des remontées, donc je ne peux pas. Donc, quand elle m'invite le soir, je dis non, mets ça le midi. Parce que le soir, c'est pas possible. Sauf que quand j'ai annulé le soir, j'ai senti dans sa voix qu'elle était déçue. Et après, elle m'envoie un message en disant, mais en fait, parce qu'entre-temps, comme elle est devenue propriétaire, le monsieur chez qui c'était son parrain, là, lui aussi, à force de l'avoir vu, il a acheté un appartement pour son fils. Ok. Donc, elle et le fils Amourache, les deux vont dans l'appartement en question. Okay. Donc, le fils, il m'avait aussi appelé pour me poser des questions. Donc, je lui avais un peu expliqué, sauf que lui, il a fait son financement autrement. Parce que, bon, lui, il fallait qu'il fasse autrement. Donc, je le connais, mais je ne sais pas qu'ils sont ensemble. C'est vraiment un film, je te jure. Il faut que tu fasses un film. Quand elle m'appelle, en fait, c'était pour me montrer, pour me dire ça. Sauf qu'elle voulait me faire la surprise. Oui. Et donc, quand j'annule, je sens dans sa voix qu'elle est déçue. Oui. Donc, après, elle me rappelle en disant, en fait, je voulais te dire que j'étais avec lui. Je dis, c'est pas possible. Elle me dit oui. Je dis, non, mais là, je viens. C'est où, c'est quand? Parce que tous les deux, ils savaient que tous les deux te connaissaient. Oui, tous les deux me connaissaient. Mais il n'y avait que toi qui ne savais pas que eux... Voilà. C'est d'accord, ça va. Exact. Je ne savais pas que les deux s'étaient mis ensemble. Et donc, ils se donnent rendez-vous à midi. Ils me donnent donc un autre rendez-vous à midi dans le fameux appartement racheté maintenant par le père du jeune homme. Et puis, on discute et là, on parle et tout. Et puis, je leur parle, ils me parlent de leur projet, de leur rêve, de tout ce qu'ils veulent faire. Je leur dis, bah, écoutez, il faut racheter d'autres appartements, il faut avancer. Il ne faut pas que vous restiez, voilà, il faut que vous ayez de l'argent de côté. Donc, elle a mis son appartement en location. Elle dit, ça se passe très, très bien. Les locataires qu'elle a mis dedans, eux, ils n'ont pas de problème avec la personne du haut. Tout se passe bien. Bref, question d'énergie. Elle se retrouve avec de l'argent, puisqu'elle a mis le bien en location. Et elle me dit, on va acheter encore un deuxième ensemble. Ok. Et là, je lui dis, attends, tu es en train de me... Je dis, mais c'est un délire pour la faire. T'es vraiment tombé sur la cliente qu'il fallait. Hein. Ouais, et ils ont acheté le deuxième ensemble. Ah ouais, ensemble. Ah, direct eux. Et c'est moi encore qui les ai aidés à financer. Okay. Et là, leur prochain projet, c'est de se marier. Et dès qu'ils avancent dans un truc, ils m'envoient une vidéo d'eux. Ils me disent, voilà où on en est, etc. C'est trop bien. C'est trop bien. Tu vois, quoi? Waouh! Attends, Janice, mais déjà pour eux, c'est fantastique parce que... Enfin, bref.
La vie peut être formidable quand elle veut. Et j'ai que de belles histoires comme ça, mais plein. Ah ouais, donc toi tu es courtière, marraine, accompagnatrice, marieuse, sans le vouloir. Venez chez Kissy, vous aurez plus que de l'immobilier. C'est clair, c'est clair, Ah, ça c'est c'est trop clair. bien. C'est que j'avais des questions, mais comme toujours, tes histoires sont tellement intéressantes, j'arrive pas à poser mes questions. Je dis non, il faut qu'elle finisse l'histoire, je veux connaître la suite. Bon, ma première question c'était, quel est l'avantage pour une banque de passer par un courtier? Parce qu'ils ont des agences, ils ont des commerciaux. Tu vois, c'est quoi? C'est pour avoir encore plus de volume de dossiers? C'est ça. C'est C'est- pour avoir plus de volume et parce que il faut savoir que les clients ne vont plus dans les banques. Les gens ne poussent plus la porte comme ça des banques. Et Donc, pourquoi? les gens ne le font que parce que c'est devenu dans les usages avec la digitalisation, tu peux tout faire de chez Ah toi à ta oui, oui, maison oui, d'aller en oui, banque. oui. Donc, c'est une manière pour eux de capter des clients qu'ils n'auraient pas eu autrement, en fait. C'est pour ça Ok, qu'ils ont ok, besoin de courtiers. ok, ça va. Et alors, bon, je sais bien que les courtiers sont rémunérés, enfin je sais, j'imagine, Hum. sur... Donc il y a un pourcentage sur la Il y a un transaction. pourcentage sur le montant du prêt que le client fait, mais ça tend à changer parce que en France, en tout cas en ce moment-là, en 2023, les banques sont de plus en plus en train de dire qu'elles vont travailler avec les courtiers sans les rémunérer comme le système anglo-saxon, hein. Mhm. Mais alors qui les Parce que rémunère? ce que le client, avant, tu as une partie versée par le client et une partie versée par la banque. Maintenant, les banques sont en train de réduire drastiquement les commissions, voire Mhm, les effacer. mhm, Donc, du coup, c'est que la rémunération du client que le courtier aura. mhm. Donc le client devra payer plus cher parce que si c'était 1%, désormais le Non, pas client... forcément. Le client va peut-être, la commission va peut-être rester comme ça, mais juste le courtier va avoir une baisse de son chiffre d'affaires drastique, Oh c'est là tout. là, ouais. Parce que le client, à un moment donné, tu peux pas lui reporter sur lui ce que les banques te donneraient. Là, ça devient un service de luxe. Mais oui, c'est ça. Donc, du coup, on va avoir juste une baisse de revenus, il va falloir diversifier. Il va falloir diversifier. Ok, ok. Ça va. Et alors, donc mon autre question, c'était... voilà, j'ai pris des notes que j'arrive même plus à relire. Oui, voilà. Par rapport à l'apport, bon, j'ai reçu ton mail pour s'inscrire à la formation que je vais faire, bien sûr. Mais si je pouvais juste nous donner un peu de miettes, quelques petites miettes. Là, par exemple, si tu vas avoir une banque en ce moment, ils vont te dire, ah oui, pour un crédit de, je sais pas moi, 250 000, pour une RP, il faut, je sais pas, 40 000 d'apport. Ça, c'est le discours qu'ils ont pour le moment. En tout cas en Belgique. Mais je suis sûr que c'est pareil partout. Comment un courtier court-circuite ça? Comment tu fais pour avoir, je sais pas moi, 3 000 et quand même faire passer ton dossier? Alors, en fait, il y a des banques qui acceptent de financer sans apport à condition. Quand on dit sans apport, ça veut dire qu'elles vont financer le bien plus les frais de notaire. Donc, le client, il va financer les frais de dossier, Mhm. les frais de comptage et éventuellement, qu'est-ce qu'il va financer là? Les frais de garantie. Donc, Oui, en fait, il a 5 6 000, ça va quoi. ouais, c'est ça. Mais pour certaines banques, elles estiment que ça, elles vont le faire jusqu'à un certain âge. C'est-à-dire qu'elles estiment que si tu as moins de 35 ans et que tu n'as pas ça, bon, c'est normal. Et il y en a qui estiment, ou si tu as moins de 30 ans pour d'autres, c'est normal. Mhm. Mais elles vont estimer que dépasser cet âge-là, si tu n'as pas d'argent de côté, c'est pas normal. Ok, d'accord. C'est ça, en fait. Donc, ça dépend. Il y a certaines banques qui, à un moment donné dans leur politique, se disent, nous, on va favoriser les jeunes et leur permettre l'accession à la propriété. Ok. Donc, on va financer le bien plus les frais de notaire et eux, on va les laisser financer une infime partie. Donc, ils vont financer peut-être à hauteur de 2% seulement. Donc, c'est dans ces cas-là que 5 6 000, ça suffit. Et que là, du coup, ça passe. Ou en VFA, c'est-à-dire VFA, c'est les programmes des promoteurs immobiliers. Donc, pas terrain plus construction, mais VFA. Les promoteurs de VFA, en fait, ils mettent les frais de notaire, ils payent déjà les frais de notaire quand ils achètent le terrain. Donc, Ah, eux, quand ils te proposent des projets, normalement, les frais de notaire sont inclus. ok. Donc, du coup, comme c'est inclus, ben, tu n'as pas à les payer, c'est déjà inclus. Mhm. Du coup, quand tu vas à la banque, ben, si tu mets 5 6 000 aussi, ça suffit aussi. Ok, ok. Oui, donc là, c'est un cas particulier. Enfin, particulier. C'est, comme tu dis, il y a un certain âge où un projet peut passer, et passer cet âge-là,
le projet est différent. D'où l'intérêt d'avoir vraiment un suivi personnalisé. C'est Très vite. ouais. Très vite, parce que nous qui sommes de la génération afro-péenne, on est en retard. Hein. Voilà, on est en retard, pas parce qu'on est moins intelligent que les autres, mais parce qu'on n'est pas informé sur ces sujets-là. Et on n'a pas de modèle. C'est-à-dire que nos parents ont immigré en France. Donc, le temps qu'ils déjà ils comprennent le système ici, ça leur prend 10 ans. Oui. Le temps déjà qu'ils trouvent, s'ils ont immigré de façon normale. Bon, le temps déjà même qu'ils comprennent. Qu'ils fassent le deuil du pays, qu'ils n'y aillent plus pendant les vacances, qu'ils comprennent déjà où ils sont. Les implications, ça prend 10 ans. Oui. Ça, c'est mes propres statistiques. Oui, oui, oui. Ensuite, le temps qu'ils aient les papiers, qu'ils puissent travailler, qu'ils aient un boulot décent qui correspond à ce qu'il faut, ils sont sacrifiés déjà. Oui. Nous, quand on arrive derrière, ou quand même on est né ici, on vit dedans. Donc, en fait, la première chose qu'on fait quand on a un CDI, c'est d'aller se mettre aussi en location. Parce que c'est le modèle qu'on a, en fait, tout simplement. Et donc, on perd aussi, à notre tour, 5, 6, 7 ans, 8 ans. Tandis que quelqu'un qui est né ici, qui a toujours vécu ici, qui comprend le système, il devient propriétaire 5 à 7 années, voire 10 ans avant nous. Oui. Donc, nous, quand on rentre dans le game, si on peut appeler ça comme ça, je cherche un terme un peu plus approprié, un peu plus soutenu, ça me viendra. T'inquiète, game, ça me va. Voilà. Quand nous, on arrive dans le game, on a 10 ans de retard. C'est-à-dire que quand nous, on achète la première fois, eux, ils sont déjà en train de vendre le bien pour aller en bas. C'est ça. C'est ça. Je vois tout à fait. Parce qu'on n'est pas informé. C'est ça, en fait. Hein. L'information, c'est vraiment le pouvoir. Et ça, c'est valable dans tous les aspects de la vie. Franchement, la santé, tes droits, l'immobilier, l'investissement, l'information, c'est la clé. La clé. Et tu peux rester là des années devant l'info sans la toucher, sans la voir, tu vois. Oui, parce que personne dans ta famille... Parce que moi, par exemple, même si je dis être propriétaire et tout, c'est parce que je suis rentrée en banque que j'ai vu. Sinon, et tu l'as prêché et ça n'a pas atteint la cible, tu vois. Tu l'as prêché. Bon, est-ce que tu prêchais de la bonne façon? Est-ce que tu n'étais pas un peu agressif? Non, mais la meilleure façon de prêcher, c'est par l'exemple. C'est par l'exemple. Ça, je suis 1000 fois d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu as beau dire aux gens, fais ça. Ouais. Non, le jour ils vont venir chez toi, ben toi, t'es propriétaire, t'es locataire, ben je suis propriétaire. Ouais. Boum. Là, ils se disent, c'est possible. C'est la meilleure façon, c'est par l'exemple. J'aurais beau faire suivre mes publications. J'ai dit ça à une de mes clientes, d'ailleurs. Elle me dit, mais je dis à ma famille de devenir propriétaire, ils ne veulent pas. Je lui ai dit, quand toi, ils vont livrer ta maison, parce qu'elle avait pris un programme de promotion. Je lui ai dit, quand ils vont livrer ta maison, que tu vas être dedans, que tu vas quitter ton HLM, quand tu n'auras plus besoin de parler, eux-mêmes, ils vont te dire qui t'a emmené là. Oui. Elle me dit, mais pour l'instant, je ne leur ai pas dit que j'ai acheté, que j'attends ma maison, mais dès que j'aurai ma maison, je lui ai dit, mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne parle plus, ne parle plus mon. Dès que tu vas rentrer dans ta maison, ça va être automatique. Tu n'auras plus besoin de dire. Donc, en fait, la meilleure façon pour moi de prêcher, c'est par l'exemple. Ok. Ah bah, je valide complètement. Ce que tu dis est totalement vrai. Et comment est-ce que tu vois l'avenir? L'avenir... Donc, en général, bien sûr, mais aussi... Oh, tu sais quoi? J'ai sauté une question. Est-ce que être une femme noire, dans ton parcours, ça a été une difficulté, plutôt un avantage, ou tu trouves que ça n'a jamais été vraiment un sujet? Avec sincérité, je vais te dire que quand tu es entrepreneur, quelle est la chose dont tu as le plus besoin? C'est de te différencier. Oui. Et j'ai cette chance d'être noire. Ok. En clair, quand tu dois te dire... Pourquoi je te dis ça? C'est que quand tu es entrepreneur, tu ressembles à tout le monde, en fait. Tu es d'accord? Donc, dès que tu es femme, tu es noire, tu sors du lot automatiquement. Tu n'as même pas besoin de faire un effort. Tu le portes sur toi, ta différence. Et quand tu es entrepreneur, tu dois être différent pour être remarqué. Okay. Donc, c'est juste même le kiff, quoi. Parce que tu n'as pas besoin de te fatiguer. Pourquoi je te dis ça? C'est que je suis allée voir un agent immobilier. Je lui ai dit, est-ce que monsieur tel est là? Il m'a dit non, c'était son patron. Et j'ai dit, je vais laisser ma carte. Il m'a dit, c'est même pas la peine. Il m'a dit, c'est pas la peine parce que je vais lui dire que tu es passé. Je dis, tu me connais? Il me dit non. Mais il n'y a pas beaucoup de noirs dans ce métier, donc je vais dire que la femme noire est passée. Excellent. Il dit, je veux dire que qu'ici est passé, il te connaît, il n'y a pas 36 000 qui sont noirs et qui font du courtage, quoi. Je lui ai dit, oh là là, si tu m'avais dit ça plus tôt.
ben, comment j'aurais été trop contente d'être noire, quoi. Donc, Ouais. franchement, ce que je pense aujourd'hui, c'est quand tu es dans en tout cas, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas à te conformer. Justement, tu dois être visible. Oh là là, quel discours positif, ça fait plaisir. Tu vois, tu dois être visible. Donc, pour une fois, tu es une minorité visible et c'est Ouais. visible. Et ça, son avantage. Top, top, top. J'ai fait l'interview hier d'une de tes consoeurs investisseuses immobilier et consorts. Elle me disait la même chose. Elle me disait quand elle était salariée, qu'elle envoyait un CV, elle mettait sa photo. Je mets ma photo. Elle dit premièrement, si on veut pas de moi, je perds pas mon temps et lui non plus. Et deuxièmement, quand le recruteur a 10 000 dossiers, le mien, c'est clair qu'il sort du lot. C'est clair. C'est clair qu'il sort du lot. Et donc, elle dit, pour moi, ça a toujours été tout bénef de mettre ma photo. Claire, même moi, c'est ce que je fais dans tout ce que je fais. Et surtout, l'avantage aussi que ça me donne, c'est qu'aujourd'hui, tu tapes mon nom, tu me vois. Donc, en fait, quand je suis en face d'un client, je ne suis pas en train d'avoir peur de me dire, est-ce qu'il savait que j'étais noire? Parce que tu m'as vu, tu m'as tapé, tu m'as vu, tu as su, tu m'as entendu. Tu sais que je ne parle pas avec un français lisse, que forcément, je vais parfois oublier les R. Tu m'as déjà vu. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de me travestir et de te raconter autre chose, tu vois. Tu m'as vu, tu m'as pris tel quel, quoi, en fait. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, c'est une chance pour moi d'être noire, clairement. Et surtout, j'ai cette chance-là. Mon père aujourd'hui est décédé, mais juste avant de mourir, il m'a appelé, il m'a pris mes mains, mais juste avant. Hein. Recording in progress. C'est l'enregistreur. Okay. Tout va bien. Et juste avant de partir, mon père, il m'a dit qu'ici, je vais partir. Parce que tu sais que nous, on accorde beaucoup d'importance à la bénédiction des parents. Oui, c'est juste. Et mon père, juste avant de mourir, il venait de sortir d'une opération du cœur et il sentait que ça n'allait pas bien se passer. Et il m'a dit, tu ne seras jamais jugé par rapport à la couleur de ta peau. Tu seras toujours jugé par rapport à tes connaissances et tes compétences. Ok. Il m'a dit ça et le lendemain, il est décédé, quoi. Wow. Donc, ça, c'est quelque chose que je porte en moi. Je ne me pose jamais cette question-là. Est-ce que ma couleur va être un problème? Ok. Jamais. Jamais. Même si c'est le cas pour l'autre, ça me fait ni chaud, ni froid. D'accord. Eh ben, ça va. C'est bon d'entendre ça aussi. Tu sais, c'est bon d'entendre cette version-là. Parce que, heureusement, malheureusement, j'en sais rien. On est plus souvent dans, tu sais, le racisme. C'est dur. Tu sais, tous les jours, quand je vis une situation compliquée, je dis au Seigneur, écoute-moi, tiens. Parce que tu sais, il y a les gens qui aiment prier, vous, machin. Moi, je parle à Dieu le plus naturellement possible. Je dis, c'est toi qui as voulu que je sois noire. Tu as dit que tu comptes mes cheveux. Moi, j'ai besoin de manger. Il faut trouver une solution. Retour à l'expéditeur. Vas-y. C'est tout. J'ai dit, c'est toi qui as décidé, c'est pas moi. Ouais. Tu as décidé que c'est dans cette enveloppe corporelle que je devais vivre. Donc, rien ne m'est impossible. C'est comme ça que je réfléchis. Ah, magnifique. Ça, c'est... Et je me dis, si tu me mets dans une situation où je suis confrontée à ça, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux que j'apprenne. Et surtout, ce que j'ai appris de ça, honnêtement, aujourd'hui, je repars là-bas, il me redemande, tu veux revenir noir? Je dis oui, allez Seigneur, chiche. Parce que pour rien au monde, je voudrais changer qui je suis, parce que tout ça, ça fait partie de mon parcours. Je ne prends pas ça, ah non, j'aurais voulu être autrement. Non, je suis contente d'être noire, je suis contente d'être née en Afrique, je suis contente d'être africaine, je suis contente de vivre en France aujourd'hui, et si demain je vais aux États-Unis, amen, mais dans tous les cas, je suis contente d'être qui je suis. Et je pense que si il m'a mis dans cette enveloppe corporelle, c'est pourquoi. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire de publicité, comme tu dis. Être noire, je suis minorité visible. On ne peut pas me fondre. Je suis moi. Et ça me permet aujourd'hui d'être différente. Et je ne suis pas un homme, je suis une femme. Et c'est comme ça. Et je prends. Et ça va. Et ça va très bien même. Vendu. Emballé. Vendu. Merci. Et alors, du coup, comment est-ce que tu vois l'avenir? Ton avenir de femme noire? L'avenir de ce petit monde, de tes enfants? Comment tout ça va?
Mon avenir, comment je vois, ben déjà, c'est de passer le deuxième palier, d'essayer d'investir plus, là, maintenant. C'est-à-dire que maintenant, la RP, c'est bon, c'est fait. Je veux commencer à investir, à acheter d'autres biens. Je veux commencer à approfondir encore plus mes connaissances pour vraiment en parler de choses le plus possible à la majorité des personnes. Oui. Je veux que nous soyons les moins représentés dans les logements sociaux parce que nous sommes encore trop nombreux. Oui. Et je veux vraiment qu'on soit les moins représentés. Je veux vraiment que chaque enfant noir, dès qu'il a son CDI, il s'achète quelque chose. Je veux que les HLM, ce soit plus nous qui soyons là-bas. Alors, je ne sais pas qui va me remplacer, mais ce n'est pas mon problème. Bon, on espère que ça n'existera juste plus. Ou si ça existe, pas nous, ou c'est autre chose, ou on en fait autre chose. Mais je ne veux plus qu'on soit surreprésenté là-bas. Vraiment, c'est mon combat. Je ne veux plus. Je veux que chaque enfant noir, dès qu'il a son CDI, ça lui paraisse tellement évident qu'ils se disent ben non, moi je m'achète un truc et puis après, si je veux, je mets en location. Si je veux, je veux plus qu'on ait de barrière mentale. Voilà. Ce que je veux. Et puis, pour mes enfants, qui vivent dans un monde, qui vivent en fait sans barrière, sans limite mentale, rien du tout. Okay. Qui vivent comme ce que moi me disait chaque fois que j'étais enfant. Et si tu veux faire quelque chose, soit dans le top 10, soit dans le top 5, sinon assieds-toi. La même chose qu'on me disait à moi, je leur répète la même chose. Je dis, si c'est pas pour être dans le top 5, assieds-toi. Assieds-toi. Allez, c'est magnifique. Est-ce que tu as un mantra? Qu'est-ce que tu appelles un mantra? Un mantra, c'est une phrase comme ça qui est le fil conducteur de ton parcours. Quelque chose qui te porte, que tu te répètes, ou même simplement... Tu sais, parfois, les gens me disent, ah ben, j'ai lu tel livre, ou je me raconte une histoire, ou une phrase. En tout cas, quelque chose que tu aurais aimé savoir le plus tôt possible, quelque chose que tu vas transmettre. Voilà. Un fil conducteur. Mon fil conducteur, c'est rien n'était impossible. Oui. Tout ce qui t'arrive a un but. En fait, j'en ai plusieurs, en fait. Les plusieurs mantras que j'ai, c'est que rien n'était impossible. Tout ce qui t'arrive a un but. Et si ça t'arrive à toi, c'est parce que c'est toi qui peux supporter. Ok. Et vois toujours la vie du bon côté. Souris tous les jours, même si c'est difficile. Souris parce que c'est la vie, ça, en fait. Le bon, le mauvais, tout ça, c'est la vie. Et vis, quoi. Vis, et puis surtout... ne gaspille pas ton temps dans des futilités, c'est-à-dire sois heureux chaque jour. Chaque jour que ça fait, demande-toi, est-ce que là j'ai été assez heureux? Est-ce que j'ai assez souri? Perds pas ton temps à te prendre la tête, à lui je ne vais pas lui parler, à lui je vais lui en vouloir. Tu gaspilles ton énergie. Vraiment, tout le temps, quand on te rencontre, sois solaire, quoi, sois souriant. Aie la joie de vivre. Voilà, si je dois dire quelque chose, c'est aie la joie de vivre. Ça, c'est mon carpe diem, ça. Amen. La joie de vivre. Ça, j'adore. La joie de vivre. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, Kissy, parce que là, pour le coup, tu nous as donné à boire et à manger. Tu t'es pas retenue. Donc, l'épisode était génial. Merci pour tout. Merci pour ta générosité, parce que... T'as pas été avare, hein? On a eu les anecdotes, les histoires, les fous rires. Donc, c'était franchement génial. C'était trop bien. Et je suis sûre que les personnes qui vont écouter vont se régaler. Ils vont se régaler. Donc, merci infiniment pour l'invitation. Merci de m'avoir posé ces questions-là. Et merci de m'avoir permis de me livrer, de partager avec vous tout ce que j'ai dans le cœur. C'est nous qui te remercions. Eh ben, passe une bonne suite de journée. Merci. Et à très bientôt sur les réseaux et autres. Au revoir.